Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons 3 fois par mois pour vous faire un petit peu l'état des lieux de ce qui se passe dans le monde de la bande dessinée américaine, mais pas que, et dans tout ce qui en découle par la suite. Et je suis toujours présent avec l'ami Corentin. Mais oui. Mais oui, quoi. Oui, voilà, j'allais dire, est-ce que tu peux avoir l'air un petit peu moins enjoué encore, s'il te plaît? Mais oui. Ah, voilà, clairement, là, on sent qu'il n'a pas envie d'être là. En ma compagnie, tu vas bien? Si, oui, tout va bien, toi? Ça va très bien, c'est l'été, donc l'actualité ne tarit pas. Curieusement, il n'y a pas de vacances, d'autant plus avec la San Diego Comic Con en approche. Il y a pas mal de choses d'ailleurs il y a quelques petits trucs qu'on va aborder là-dessus, parce que peut-être que le récap de la SDCC de cette année sera plus court qu'à l'habitude. On vous en reparle un petit peu plus tard. Au départ, on commence toujours par la partie comics et j'ai envie de vous faire un petit point financement participatif avec 2 projets qui sont dans leur dernier jour de financement et donc que vous pouvez aller soutenir si vous le pouvez. Le premier, c'est un projet d'une maison d'édition indépendante qui s'est lancée maintenant pas encore un an mais bientôt il y a un an. Ça s'appelle Sidecona Press. Vous connaissez parce qu'on a eu Paula Gomez, donc c'est l'éditrice en chef qui a créé cette structure. Elle était venue dans le podcast pour présenter le projet. Il y a eu, c'est beaucoup avec des artistes espagnols d'ailleurs, parce qu'on a eu donc l'artbook Donjons et dessins de David Lopez. Après, on avait eu Hoops de Jenny Espinosa. Et donc là, elle est revenue avec un tout petit projet, mais plutôt original, qui s'appelle Midsommar, comme le film de Ari Aster. Mais c'est pas un projet forcément horrifique, hein, c'est un projet de bande dessinée, mais assez particulier parce qu'en fait, c'est de la bande dessinée sous forme de fanzine, c'est-à-dire qu'en fait, elle a lancé un appel à projet tout simplement aux artistes qu'elle connaît. Donc pour réaliser une bande dessinée sur une feuille A4 qui est ensuite pliée, qui forme un petit livret en fait de 8 pages. Donc ça fait 8 planches en gros, donc une petite histoire comme ça. Et il y a plusieurs auteurs, mais artistes qui ont répondu présent, dont un qu'on connaît plutôt bien quand on suit l'activité, quand on lit de la bande dessinée américaine, puisqu'il s'agit de David Lafuente, qu'on avait notamment vu sur pas mal de titres Valiant à l'époque, comme Archer et Armstrong, ça je me rappelle très bien, chez Bliss Edition, mais qui a aussi fait la mini-série Spider-Ham récemment. Et à côté de ça, on a des artistes, alors que moi personnellement je connais pas plus que ça, qui nous viennent de différents pays comme du Mexique ou de l'Italie. Donc on a José Azorin, Luis Castilleros, Noah Chiatti et Johanna Vinograd. Donc qui chacun vont proposer une histoire sur le thème donc du Midsommar, donc le solstice d'été. Donc alors il y en a clairement, quand tu vois les pages de présentation, qui ont l'air d'être très inspirées par vraiment le folklore d'Europe du Nord, tel qu'on peut le voir un peu dans le film de Ari Aster, avec ces rites un petit peu païens, on va dire, avec des couronnes de fleurs et tout ça. Donc à voir par contre si ce sera aussi dans ce registre horrifique. Par contre, justement, pour l'histoire de David Lafuente, on voit une fille qui a l'air de sortir de prison. Et là, c'est plus le mois de juin, en fait, puisque c'est toujours au mois de juin que le solstice a lieu. Donc, à voir, par contre, sur les différentes thématiques. Et le projet, déjà, je le trouve original parce que l'ensemble de ces petits fascicules sera compilé dans un coffret pour les faire tenir ensemble, puisque vraiment, ça va être des trucs tout fins. Et sur la page de Ulule, on voit que le prix à demander, c'est 13 €, je crois. Ouais, c'est 13 €, donc c'est vraiment que dalle. Je pense que c'est vraiment plutôt sympa comme initiative, au vu de l'originalité, au vu de la diversité des profils qui sont impliqués là-dessus. Je sais pas ce que toi t'en penses, si quand je t'en parle comme ça t'intéresse un petit peu ou pas. C'est atypique. C'est intéressant. Ça met des profils en avant qu'on ne voit que trop peu. Voilà. Très bien. 13 €, donc, c'est pas cher. Voilà. Et voilà, donc c'est vraiment ces données. Donc la campagne, à l'heure où on enregistre ce podcast et à l'heure où on le met en ligne, en fait, on va le mettre en ligne aujourd'hui, là, à l'heure où on l'enregistre, donc le 5 juillet, et ça se finit dans à peine 24 heures. Donc voilà, il vous reste une bonne journée. Si vous écoutez ce podcast entre le 5 et le 6, sachez que la campagne est en train de se finir. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse. Comme dit, c'est assez donné. Ensuite, une autre campagne dont je voulais vous parler, ça c'est un projet qui s'appelle Fragment. C'est une
anthologie de comics qui sort au label Close Call Comics. Donc, faut savoir que Close Call Comics, à la base, c'est un label indépendant monté par Maxime Garbarini, qui a fait du webcomic d'abord pour publier plusieurs titres. Donc d'abord il y avait un titre qui s'appelait Saga, qui n'avait rien à voir avec effectivement aucune envie de s'approprier le titre de Brian Kevough et Fiona Staples. Et ensuite il a fait une série qui s'appelle Heroics, dont on avait déjà parlé sur Comics Blog et peut-être même sur First Print. En tout cas on en avait déjà parlé en podcast pour sûr, qui est vraiment un titre dans lequel en fait il y a une expédition dans les années 30 dans les montagnes de l'Himalaya qui mène à la découverte d'une source d'énergie bizarre. Il y a un monsieur qui rentre en contact avec et qui explose. L'énergie se répand un peu sur Terre et des personnes qui sont mises au contact sans forcément le savoir, en fait, acquièrent des capacités surnaturelles. Et donc, puisqu'on est dans un contexte ensuite un peu plus tard de Seconde Guerre mondiale, et ben on va avoir à la fois un de ces anciens scientifiques qui essayent de retrouver toutes les personnes qui ont été touchées, qui ont des facultés, et puis tu t'aperçois qu'il y en a qui vivent cachés, qu'il y en a qui ont essayé de devenir des super-héros, et d'autres qui au contraire ont été embarqués par le régime nazi et sont donc des salopards. Et on essaie de faire vivre tout cet univers donc de super-héros et de super-vilains avec une ambiance très pulp. Forcément, il y a un petit peu de Jupiter's Circle, je trouve, par rapport au contexte des années 30-40. Il y a clairement un peu de Brigade Chimérique aussi, forcément. Et c'est plutôt bien, franchement, moi je trouve que c'est plutôt bien branlé. Il a réussi à sortir une édition physique de ce qu'il appelle la première saison de Heroics. C'était chez l'éditeur indépendant North Star Comics. Ça a été d'ailleurs financé en 2019 sur Ulule avec plus de 300% d'amassé sur le projet. Donc là, en fait, il veut poursuivre cet univers à la fois avec la suite en tant que telle de Heroics, mais aussi avec 3 autres mini-séries qui seront publiées en parallèle, donc dans Fragments, l'anthologie, puisque chaque histoire est un fragment de cet univers au global. Et les titres en question vont brasser différents genres. Il y a le premier, ça s'appelle Vengeance of the Whisper, avec Sébastien Barré à l'illustration, qui là s'intéresse en fait à Léonard, qui est un ouvrier renois qui bosse dans l'usine d'Edison et qui est en fait capable en fait de traverser les univers, et le problème c'est que son usine ferme, il a pas de perspective d'avenir, et il va un peu entrer dans une forme de folie en essayant de se venger, de trouver un peu une raison à ce pourquoi on l'a viré, et donc ça va aller dans une spirale lugubre tout simplement. Ensuite il y a Knights of the Blood Rose, qui est dessiné par une dessinatrice qui s'appelle Lucia Salduti, je pense que c'est une italienne du coup, qui nous parle de Suzanne, une fille de bonne famille qui entre dans une relation avec un dénommé Warren, qui est l'héritier d'une riche famille, sauf que Warren a des secrets et que leur relation va virer au vinaigre, si tu me permets cette expression un petit peu désuète. Tourner au vinaigre, voilà, je l'ai encore fait, tu vois, c'est la première de ce podcast. Et enfin, Ballad of the Dream Brother, qui est illustré par Sébastien Carrillo Cortez, qui est là plus un titre policier, puisque en fait on s'intéresse à 2 inspecteurs, Kelly et Wright, qui sont spécialisés dans les affaires de kidnapping, et en fait leur pouvoir c'est que ils ont un pouvoir qui leur permet de résoudre les enquêtes très rapidement, et qui donc forcément devient source de convoitise de la part de personnes assez mal intentionnées. Donc la revue Fragment aura une publication trisannuelle, donc 3 fois par an, donc avec chaque fois un chapitre de Heroics d'un côté et des chapitres des 3 autres mini-séries de l'autre. C'est à financer en ce moment, donc également sur Ulule. Il reste il reste une semaine en fait à l'heure où on poste ce podcast, et il y a encore la bonne moitié du projet à faire financer. Donc pareil, si vous voulez voir du comics indépendant et made in France se faire, eh bien c'est par là qu'il faut aller. Les liens sont dans les descriptions de ce podcast à chaque fois, et donc on vous encourage à soutenir si vous le pouvez, et aussi à partager tout simplement tout ça. Et une dernière annonce de ce côté-là, mais celle-là peut-être que tu pourras réagir un petit peu plus, oui. C'est le Bloodshot Unleashed qui arrive chez Bliss Edition. Donc Bloodshot Unleashed, ça fait partie des titres des derniers titres d'ailleurs de Valiant, être publié vraiment chez Valiant Comics. On en reparlera également un petit peu après. Donc qui est une nouvelle mini-série consacrée à Bloodshot, qui est écrite par Dennis Camp, qui est un scénariste spécialisé dans la science-fiction et qui a notamment fait chez Scout Comics un Agent of World
superbement illustré par cet artiste russe dont je ne vais pas retrouver le nom aujourd'hui, mais qui était Filiat Bakrouti, un truc comme ça. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ouais. Mais qui est d'ailleurs présent dans le dernier Metal Hurlant, dans Metal Hurlant 7, il a fait une histoire aussi. Donc voilà, un très très bon artiste. Et là justement, cette nouvelle mini-série, elle est illustrée par John Davis Hunt, que vous avez déjà vu sur The White Storm, sur Clean Room avec Guy Simon, ou encore justement chez Valiant avec le premier arc du Shadowman de Cullen Bunn. Donc vous le savez, on en a déjà parlé, John Davis Hunt, c'est un clone de Frank Quitely. Il fait partie de ces quelques clones de Frank Quitely qui existent. Darrow. Ou Geoff Darrow. Non, mais si, mais bien sûr que on n'est pas d'accord là-dessus. Mais les deux, de toute façon, ils ont tous des liens. Ouais, mais lui, c'est plus Darrow. Tu penses que c'est plus Darrow quand même? Ouais. D'ailleurs, c'est moins Darrow que justement Bratoukin, que tu Bratoukin, ouais. Affilié à Bratoukin, effectivement, qui lui aussi est un clone de Geoff Darrow. Mais oui, là, c'est l'histoire de Bloodshot qui pète un câble et qui va tuer plein d'anciens militaires un peu partis en mode justement c'est d'autres là, parce que Bloodshot c'est pas un super héros, c'est un militaire qui a été trafiqué par un programme d'armement et qui est devenu une arme, quoi. Voilà, une arme vivante capable de se régénérer et de communiquer avec tout ce qui est machinerie électronique. Et là en fait effectivement il est envoyé en mission pour tuer d'autres rescapés d'autres programmes militaires en fait, mais qui eux a priori ont de moins bonnes intentions que Bloodshot, qui a quand même toujours autant que faire se peut essayer d'être un gentil. C'est très beau, c'est très violent, c'est un hyper violent contre les soldats qui reviennent du front et qui deviennent un petit peu cinglés justement à la Taxi Driver. C'est une bonne lecture de Bloodshot, ça faisait un moment qu'on en avait pas eu. Oui, parce que le précédent run de Tim Seeley, je crois, c'était vraiment pas ouf, quoi. Ouais, le mot est faible. Donc oui, effectivement, je peux réagir à cette actualité. On en avait parlé dans un Back Issues VO, il me semble. Ouais, sur le premier numéro, ouais. En vantant notamment le trait et le découpage à la Geoff Darrow. À la Geoff Darrow de Davis Hunt, vraiment avec ces scènes d'action ultra millimétrées où chaque case vraiment t'as un dixième de seconde entre chaque pour découper en des scènes comme ça, c'est vraiment très très ouf, quoi. Très bien, Corentin. Donc ça, c'est le point pour les financements en cours à l'heure où on enregistre ce podcast. Ensuite, du côté des annonces de la VF, Heretic de Carrie Andrews qui est de sortie là en ce moment chez Black River. Donc le titre de super-héros de Carrie Andrews qui a été fait chez Eiwa Studios. Donc Eiwa qui continue tranquillement de faire son chemin chez tel éditeur ou tel autre. Donc là, c'est chez Black River. On avait déjà eu d'ailleurs de Eiwa Hotel qui était... Oui, on en a parlé au dernier podcast, ouais, effectivement. Hotel. Et donc là, on a un chouette titre, puisque le problème de Heretic, c'est qu'en fait, il a ses pouvoirs que pendant une durée limitée. Donc forcément, ça implique d'utiliser ses pouvoirs avec parcimonie. C'est ça. Alors Heretic, effectivement, c'est un clone très assumé de Ultimate Spider-Man par Carrie Andrews. Et précisément de Ultimate Spider-Man, parce que c'est un héros lycéen qui mène une petite vie un peu... qui va tomber amoureux d'une jeune fille de son âge, qui va essayer de se faire des amis après un déménagement. Voilà, c'est un côté un peu aussi doux, amer, on va dire, au début. Et c'est un personnage, dont le design et l'esthétique et même les couleurs font beaucoup penser au costume de Miles Morales. Donc on sait que Carrie Andrews est un grand fan de Spider-Man, il en a fait un peu. Il en a même refait récemment et c'était un peu le point de focal de son... Amazing Fantasy. Amazing Fantasy, merci. Bah oui, Amazing Fantasy. Donc là, effectivement, ça se passe dans l'univers de The Resistance, mais c'est pas forcément utile d'avoir lu il faut la lire, hein, mais c'est pas forcément utile de l'avoir lu pour pénétrer dedans. C'est un petit arc de Spider-Man très agréable, où Carrie Andrews fait plutôt un style chibi, voire mangaisant par moment, on va dire plutôt dessin animé, que son style à la Renato Jones, qui était plus formel, plus comics. Donc c'est très très beau, comme d'habitude avec Carrie Andrews, il varie un petit peu l'usage des couleurs et des aplats et des textures, etc. Dommage qu'il n'y ait pas eu de suite à l'heure actuelle. Il y en a une d'annoncée, hein. Ok, voilà, ça fera peut-être un bon run de Spider-Man sur le long terme, mais ouais, très cool, très bonne lecture, on vous conseille. Voilà, donc c'est à retrouver dès à présent en librairie. Ils ont attendu vraiment le dernier moment. En fait, Black River, ils attendent un peu le dernier le jour de sortie pour vraiment faire leurs annonces. Donc c'est une stratégie comme une autre, mais ma foi, voilà, ils ont quand même quelques titres plutôt cool qui sortent en dehors des. C'est marrant d'ailleurs, ça, parce que The Resistance, je sais pas digné. Ouais. Donc je sais pas, mais après pour moi Heretic, tu vois, c'est vrai que tu rappelles que ça se déroule dans le même univers, mais pour moi ça a jamais été disons que il faut comprendre qu'il y a une origin story à tous les super-héros dans ce monde-là. Cette origin story n'est pas
tout à fait compté dans la mini-série Erratic. C'est qu'il faut comprendre que juste il y a une sorte de Big Bang des super-héros, enfin des personnages à pouvoir plutôt. Et donc vous aurez pas la piqûre d'araignée, on va dire, dans Erratic 1 ou 2 ou 3 ou 4, 5, quoi. Ouais, non, c'est ça, mais pour moi, ça a toujours été, enfin, j'ai jamais eu l'impression d'avoir affaire à vraiment un univers très partagé où les choses étaient interconnectées. Pour moi, Hérétique, ça se lit comme ça, sans avoir lu The Resistance, tu vois. Enfin, en somme, c'est un peu Spider-Boy, quoi. Ah, quand même oui, pas, parce transition que un peu trop en avance. Je te l'accorde, mais vous verrez plus tard. C'est ça. Autre sortie qui nous arrivera, mais par contre en 2024 chez 404 Comics, cette fois c'est l'album Judas, donc pas de Lady Gaga, mais de Jeff Loveness et Jakub Rebelka. Il y a que lui qui a ses références. Hein, mais non, mais Judas, tout le monde là, Judas de Lady Gaga quand même, s'il te plaît. C'est pas aussi inculte musicalement. Pardon, tu veux qu'on discute, toi? T'as vécu où ces 12 dernières années, Corentin? Dans un monde sans Lady Gaga. Il doit être bien triste. Oh mon Dieu. Alors, Corentin, Judas, qu'est-ce que c'est? Bah, ça évoque la vie de Judas Iscariote, le traître originel. Alors oui et non, parce que c'est pas une version où Judas est un traître. C'est donc un titre de Jeff Loveness qui a fait Strange Skies Over East Berlin, donc qui a été édité déjà chez 404. Enfin, les deux sont édités ou vont être édités chez 404. Et effectivement, Jakub qui va être le dessinateur des derniers jours de H.P. Lovecraft, artiste très très conceptuel dans l'usage des couleurs et dans l'usage des contours. C'est un projet qu'ils avaient fait avant, je sais plus qui 2017. Ça, Boom Studios. Boom Studios, ouais. Pour résumer rapidement, donc effectivement dans les évangiles classiques, les évangiles canoniques comme on dit, Judas Iscariote, donc c'est l'un des apôtres de Jésus qui va le trahir en affichant sa présence auprès des grands prêtres de Jérusalem, qui vont ensuite emmener Jésus devant Ponce Pilate, et puis le Ecce Homo, la crucifixion, la résurrection, tout le cursus honorum classique. Et en fait, il se trouve que après, en parallèle de l'implantation du christianisme en Europe, il va y avoir d'autres tendances qui vont émerger, notamment les gnostiques, voilà, qui est une sorte de courant philosophique qui se croise à l'idée d'une religion, qui n'est pas d'ailleurs totalement opposée au principe du christianisme, mais avec beaucoup de variations, on va dire. C'est plus la connaissance et la libération de l'esprit qui les intéresse eux. Et eux, ces gens-là vont écrire en fait l'évangile de Judas, qui est un récit apocryphe. Exactement, donc qui est un des récits qui n'est pas reconnu par la chrétienté papale. Ouais, par l'Église, quoi. Par l'Église, oui, tout à fait. Où en fait on considère qu'en fait Jésus a demandé à Judas Iscariote de le trahir. Que c'était pas une trahison, du coup c'était plus il faut que ce soit toi pour me libérer de mon enveloppe charnelle et pouvoir accomplir mon sacrifice qui permettra ensuite de révéler l'existence de Dieu à l'humain. Il faut que ce soit toi qui aille voir justement les grands prêtres pour me trahir, etc. Donc ensuite Judas, comme il a quand même effectivement trahi, se retrouve dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes, donc en enfer, on va dire, et en errant dans les enfers, il contemple sa vie passée. Sa relation à Jésus, c'est un dialogue vraiment c'est un dialogue émotionnel entre lui et la figure du Christ, qui incarnait la bonté dans le mythe classique et qui là est plus une figure vers laquelle Judas a des griefs, parce que mécaniquement il a été puni par sa faute. Et c'est aussi une histoire d'émancipation et de libération du soi et du mythe originel. Moi j'avais lu ce truc-là complètement par hasard. Je crois que c'est à l'époque où tu m'avais parlé justement des jours de H.P. Lovecraft et j'avais regardé ce que l'artiste avait fait parce que je trouvais les previews très jolis. C'est très bien, ça connecte pas mal avec une partie du catalogue de 404 sur cette espèce d'idée de la libération, du grand mythe et de la libération, on va dire, un peu comme le grand mythe super-héros avec The Blue Flame et le côté un peu les fêlures mentales, les fractures de l'individu, ce qui est un thème assez récurrent dans cette bibliographie. C'est plutôt beau, c'est pas forcément utile d'être très à l'aise avec les principes religieux en général. Si vous avez, de toute façon, vous avez grandi dans une société judo-chrétienne, vous devez savoir que Judas, normalement, est un traître, et là, il y a une sorte de renversement de ce point de vue-là. Donc, Jeff Loveness, toujours bon en indé, très bon même. Voilà, ça aurait été intéressant que ce soit plus ça qu'on retienne de lui que ses participations à Hollywood. Mais on a déjà dit assez de mal. Donc, lisez évidemment Strange Skies Over East Berlin. C'est quoi le titre français? Apparition dans le ciel de Berlin. C'est voilà, Apparition dans le ciel de Berlin-Est, et vivement, aussi les derniers jours de H.P. Lovecraft. Ouais, clairement, qui arrivera à la fin de l'année.
Corentin, on continue avec toi pour quelques annonces qui nous ont été faites du côté de Urban Comics avec le retour du titre qui lave plus blanc que blanc, le Vanish Oxy-Action Max. Le Vanish de Donny Cates. Ça fait toujours rigoler. Est-ce que tu peux nous rappeler juste un petit peu le topo de cette série, donc qui est faite par Donny Cates et Ryan Stegman, le duo Stegman. Non, Stegman. Les origines alsaciennes. Oui, mais les origines. Oui, les gens y tiennent. D'accord, pardon. Alors je la refais. C'est Tony Cates et Ryan Stegman. Ils ont fait Vanish. Et voilà. Si on retire les Alsaciens, ça gagne beaucoup moins. Hein. Regardez le sketch des Inconnus, les journaux régionaux, et vous verrez ce que c'est un vrai Alsacien version Arnaud Kikou quand il aura 45 ans. Donc, tu as pas vu ce sketch avec si, bien sûr. Ce sketch. Oui, alors la jeunesse de ce projet, c'est déjà Donny Cates et Ryan Stegman, c'est évidemment le couple qui a fait un très bon run sur le personnage de Venom. Dans lequel déjà trahissait l'envie en fait de revenir un peu à l'imaginaire qui les intéressait tous les deux, c'est-à-dire l'imaginaire des années 90. Et c'était très clair, hein, c'était mentionné même explicitement dans les pages. À un moment donné, un Venom se fait des chaînes à la Spawn, et il dit que quand il était gamin, justement, il était fan de Spawn et qu'il a toujours trouvé ça cool, le côté les chaînes, etc. Donc, ensuite, quand ils se sont séparés de Marvel, ou plutôt ils ont fait une carrière parallèle à celle de Marvel, ils ont décidé de monter un label d'édition qui s'appelle Kids Love Chains, en référence à une phrase de Todd McFarlane où, pareillement, quand on lui a demandé l'explication du succès de Spawn, il expliquait que simplement les gamins adoraient les chaînes. Et voilà, c'est l'explication de McFarlane sur son propre devenir artistique. Il est génial, ce mec. Donc, en hommage à ce grand daron qui les a élevés, ils ont décidé d'appeler leur boîte comme ça. Et le premier titre à s'être lancé là-dessus, via Substack au départ, c'était donc Vanish. Une histoire qui mélange 3 trucs. D'une part, le fantastique magique, sorcellerie à la Harry Potter, hein, vraiment, il y a des jalons très explicites qui sont posés par rapport à ça. Le super-héros gritty, années 90, et leur version à eux de la déprime, on va dire, ou l'autodestruction. C'est Donny Cates, on le connaît pour justement être un mec qui a des fêlures personnelles. Voilà, ça on pourra en reparler un jour. Qui a effectivement donc beaucoup implanté l'idée de comportements assez troubles à ces personnages comme par exemple chez Eddie Brock, et qui là va imaginer un monde dans lequel il y a une dimension de sorcier où on élève des aspirants élus qui pourraient vaincre le mal, incarné par un mage noir. L'un de ces aspirants qui lui vient du monde réel va avoir la bonne idée de trouver une façon de se débarrasser du mage noir de manière très humaine. Et ensuite, les mange-morts de cet univers, donc les suivistes du mage noir, débarrassés de leur chef, plutôt privés de leur chef, vont quitter la dimension pour aller s'implanter sur Terre et essayer du coup de se réinventer autrement. Comme ils ont des pouvoirs magiques et comme c'est la Terre, ils vont se faire passer pour des super-héros, qui vont prendre des apparences différentes et ils vont sauver des gens. Alors, c'est des super-héros plus The Boys, on va dire, mais ils sont moins malsains. C'est quand même des gens qui vont effectivement sauver des vies, etc. Le héros lui-même, donc le héros de la prophétie, le sorcier, va essayer de se marier, de se caler, de trouver une vie après le grand combat qu'il devait mener pour le reste de sa vie. Et en fait, il va pas y arriver. Il va être aspiré par l'idée que son destin, c'est de toujours combattre le mal, au point d'aller combattre des mecs qui en sont en rédemption, en fait. Et donc, il va se saper comme un super vilain, et il va aller défourailler des gars numéro après numéro. Donc, c'est une BD sur le déterminisme, sur la spirale destructrice, sur le fait de ne pas réussir à transitionner, de ne pas réussir à trouver la paix intérieure, de ne pas réussir à renoncer à son combat. Pour même dire que c'est un peu du PTSD quelque part. Donc c'est plutôt une bonne lecture. Là, je vous décris les thèmes, on va dire, mais en vrai, c'est surtout adressé aux gens qui, comme Cates et Stegman, sont fans de The Darkness. Particulièrement, il y a beaucoup même le physique du héros, c'est Estacado à fond, quoi. Ouais. Au côté un peu combat des rues urbain à la Spawn. Hein, c'est pareil, c'est beaucoup de ruelles, de poubelles partout, etc. Et alors pas forcément de meufs sexy en l'occurrence, c'est vrai que Stegman a fait un petit tri là-dedans. Par contre, si vous aimez les héros musclés, les designs aussi un peu à la Madureira, il y a de quoi manger. Vraiment, il y a bien de quoi manger, c'est très gritty, c'est très les effets lumineux et tout. Donc moi j'ai bien aimé cette lecture, je sais pas si je la recommande forcément, mais c'est pas mal. C'est du bon indé par Donny Cates et Stegman. Après, elle participe vraiment à une forme un petit peu de fin d'année, un peu 90s chez Urban, puisque à côté de ça, t'auras le Batman Joker Deadly Duo de Mark Silvestri et le Batman Spawn de Todd McFarlane et Greg Capullo. Donc t'as vraiment un ensemble là de 3 sorties. Et les Wildcats. Et les Wildcats aussi, ouais. T'as vraiment un ensemble de sorties qui est genre, hey,
T'as kiffé les années 90? Ouais. Viens par ici. Bah, alors, à ceci près que Batman Joker Deadly Duo, c'est le style moderne de Silvestri qui a beaucoup évolué. Oui, parce que le projet était en gestation pendant 10 ans, quoi. C'est ça. Ses fans sont pas sont probablement toujours aussi réceptifs à son coup de crayon, mais c'est pas du tout le Silvestri des débuts. Joker Deadly Duo, voilà, c'est l'alliance de Batman et du Joker. Il y a des créatures jokeresques qui coupent des têtes dans la ville et qui les emmènent. Joker veut sauver Harley Quinn. Voilà, il faut un petit immeuble contre un vilain mystérieux. Et Batman veut sauver le commissaire Gordon. Voilà, comment dire, je ne suis pas fan de l'écriture Silvestri, donc je ne vais rien dire de plus. Si vous kiffez, c'est tant mieux pour vous. Ensuite, l'autre c'est quoi? Batman Spawn. Ouais. Alors il y a un couple, Batman Spawn du coup, parce qu'il y a le numéro, il y a les deux numéros d'époque. De 94. Il faut que tu me retrouves celui qui n'est pas fait par Miller et McFarlane de 94. Donc à l'époque en fait quand Todd McFarlane a quitté Marvel pour faire Image Comics avec ses amis, l'idée c'était qu'il était brouillé avec Marvel, mais pas du tout brouillé avec DC. DC était content en fait même de voir apparaître cette jeune génération de dessinateurs, et donc ils ont proposé assez tôt un crossover entre Spawn et Batman, avec le contrat de dire on fait un numéro chez vous, vous faites un numéro chez nous. Donc en fait ils ont prêté Spawn à DC Comics, donc il y a eu un numéro qui a été réalisé par une équipe DC Comics et un numéro qui a été réalisé par une équipe Image Comics, et il se trouve que Frank Miller, qui avait déjà commencé aussi à migrer vers l'indépendant, c'était plus Dark Horse pour lui à l'époque, mais il avait fait du Spawn avec McFarlane, a fait le scénario de Batman Spawn et de Spawn Batman, et Batman Spawn a été fait chez DC Comics. Avec Alan Grant, Chuck Dixon, Doug Munch et Klaus Danson. Voilà, donc déjà, voilà, si vous connaissez un peu le Batman des années 90, Dixon, Munch et Grant, c'est des grandes figures qui ont cimenté un peu Cataclysme aussi, et No Man's Land plus tard, et évidemment Nightfall. Donc c'est c'est vraiment deux témoins de leur époque. Ça c'est pour la partie passée, après on parlera de la résurgence présente. Alors, Spawn Batman, comment dire, c'est un seul album de toute façon, donc vous n'avez pas le choix de lire les deux. Spawn Batman, c'est très particulier. Si vous aimez All Star Batman et Robin de Frank Miller et Jim Lee, vous allez adorer. C'est Frank Miller qui clairement en avait ras le cul de DC Comics à l'époque. Il était parti avec Part et Fracas, ça ne l'amusait plus, très honnêtement, ou plutôt ça l'amusait de s'amuser. Et en plus, Frank Miller, il a un humour très particulier, donc là il écrit son Batman version All Star. Un Batman très caricatural, pardon, très autoconscient de ses faiblesses et de ses forces. Un Spawn très naïf, limite débutant, qui a pas du tout le même rapport que Batman à la chose héroïque. Honnêtement, c'est pas une lecture facile. Enfin, c'est joli, hein, mais c'est même pas forcément le plus joli des Spawn. Il faut vraiment être dans la niche de gens comme moi qui vraiment trouvent que Frank Miller est un mec amusant pour se marrer dans cette lecture-là. C'est vraiment des trucs qui sont très cons dedans. Vraiment très, très stupides. L'autre, à l'inverse, c'est beaucoup plus classique. Il y a un super vilain qui serait d'origine infernale qui apparaît à Gotham City, et les deux vont team up. Voilà, c'est beaucoup plus polar d'essai de l'époque. Donc c'est un bon polar d'essai, en l'occurrence. Il n'y a pas de quoi rougir à lire cette série. Alan Grant, c'est un bon scénariste. Voilà, pour moi, c'est pas forcément indispensable, encore une fois. Il faut vraiment, là, pareil, être très fan de Spawn, parce que je pense pas que les fans de Batman vont se dire, ouais, il a croisé Spawn, incroyable. Ou alors être très fan de Frank Miller et McFarlane. Et donc, quant à la série du présent, bah, c'est McFarlane au scénario et Greg Capullo au dessin. Là, ancré par McFarlane. Là, je vais être très franc, ça a aucun intérêt. Voilà, pareil, il faut vraiment être juste fan du coup de crayon de Greg Capullo. Il y en a plein. Là, il y a pas de souci. Vous allez l'acheter quoi que je vous dise. C'était un carton de l'année dernière aux États-Unis. Voilà. Mais, enfin, scénaristiquement, ça n'a aucun intérêt. Et enfin, le dernier truc, quand tu m'avais dit? Non, c'est tout. Ouais, on a déjà parlé de Wildcats. Ouais, okay. c'est pour ça. Voilà. Mais sinon, on lisait du Spawn, hein, c'est bien aussi. Il y a Spawn, vous pouvez commencer par le début, c'est bien. Il y a des bons trucs Spawn, il n'y a pas forcément besoin de lire les croisements. Ouais, disons que là, c'est quand même la réunion. Surtout que Capullo a fait ses armes sur Spawn aussi, une partie de ses armes sur Spawn. C'est cohérent, les crossovers là, ils sont cohérents. Pareil, tu prends dans Frank Miller à l'époque pour faire du Batman Spawn, tu dis, waouh, ça va être incroyable. Et c'est pas incroyable, on va dire. Mais je pense qu'ils en ont conscience. De toute façon, c'est comme tu dis, il y a un lectorat de fans des années 90 qui est toujours là. Oui, bon, qui est fidèle, qui est réactif, et ils ont le droit d'avoir à manger aussi, quoi. Non, oui, et puis de toute façon, même si c'est pas ta tasse de thé, ça reste une réunion événementielle, parce que ça faisait très longtemps que, justement, c'est près de 30 ans plus tard, en fait, qu'il y a une nouvelle réunion entre Batman et Spawn.
par le créateur du personnage et l'un de ses artistes qui a été reconnu là-dessus et qui après c'est parce que c'est après s'être révélé sur Spawn qu'il est allé faire le Batman de Snyder. Oui, Haunted aussi, Hunt pardon. Ouais. Donc il y a une vraie logique éditoriale. Après voilà, bon, c'est pas forcément Je te dis pas que c'est pas logique, hein. Je te dis que c'est pas bien. C'est pas bien. Mais c'est beau au moins. C'est très beau. Dans tous les cas, c'est très beau. C'est ça, c'est sûr. Et pour l'anecdote, avant d'interviewer McFarlane l'automne dernier, il était justement en train d'ancrer une des planches de Batman Spawn devant moi. Stylé. Avec c'était Jonathan Glapion qui était à côté de lui, ils discutaient ancrage les deux. Et pour l'anecdote, parce que Glapion c'est un autre encreur de Capullo. L'anecdote supérieure à l'anecdote. Non. T'as supérieur à ça? Non, j'ai pas supérieur à ça. Mais j'ai une anecdote. Dans Batman Spawn de Miller McFarlane, Spawn Batman du coup, il y a une case d'arrière-plan qui est un décalque de la BD Akira de Katsuhiro Otomo, où il avait photocopié une page de scène aérienne dessinée par Otomo, et il l'avait utilisé à 2 endroits, dans Batman Year 2, voilà, et dans Batman Spawn. Donc il a utilisé 2 fois une impression, parce qu'à l'époque il n'y avait pas en plus Photoshop. Donc voilà, cherchez-la bien et vous verrez, cette planche existe. Très bien, merci beaucoup. C'est une bonne anecdote aussi. On passe maintenant du côté de la VO. Et de la VO, il y a un titre à surveiller. Il y en a toujours plein à surveiller de toute façon, mais ça s'appelle Hexagon Bridge de Richard Blake, un jeune auteur-artiste qui est en train de démarrer sa carrière, qui a été notamment, qui a réussi à avoir la bourse Creators for Creators en 2019, c'est-à-dire que c'est une bourse qui est donnée, c'est un programme de bourse en fait qui est donné vraiment aux artisans qu'on considère comme les plus prometteurs du monde des comics. À la Zoé Sorogood, très clairement, il me semble qu'elle était passée par ce programme aussi, ou en tout cas qu'elle avait au moins été nommée. Et donc, Hexagon Bridge, c'est une histoire de science-fiction qui nous arrivera et qui a été décrite par l'éditeur pour les fans de Decorum, de Jonathan Hickman et Michael Dustin, et de Little Bird, de Van Paul Gust et Ian Bertram. À titre personnel, 2 énormes coups de cœur en termes de récits de science-fiction, de récits de genre, tant sur aussi est-ce que c'est vraiment des récits univers qui te montrent tout un monde en fait que tu as envie de voir exister et se développer sur encore plus de numéros que ce qui nous a été proposé. Et donc on s'intéresse dans cette série à 2 explorateurs, Jacob et Elena Harlem, qui sont des explorateurs donc qui vont se retrouver piégés dans une sorte de dimension parallèle avec une architecture qui est pas banal et qui est peuplé d'êtres étranges tout simplement. Donc ils peuvent compter en fait pour les sauver que sur leur fille Adley et un robot conscient qui s'appelle Staden. Et en fait c'est juste que les premières planches ont été montrées par Image Comics qui clairement a envie d'en faire la promotion et le vendre comme vraiment une nouvelle pépite à venir. Et c'est quand même ultra beau dans le découpage, carrément, dans le trait et dans la façon dont sont représentées en fait la matérialisation des personnes à travers les dimensions ou même la dimension parallèle en question. Il y a quelque chose directement de très fascinant. Le choix des couleurs aussi est très beau. Et même sur l'espèce de fausse, c'est une couverture, si je dis une fausse couverture, c'est une couverture. Les effets de roche aussi qui effectivement font très Michael Dustin, très recherche de la géométrie dans l'espace. On peut voir effectivement ce qui a pu plaire à Hickman dedans, quoi. Ouais, très bien. Et donc ça, c'est vraiment un titre dont on voulait simplement vous signifier l'existence, et d'ailleurs qui a déjà trouvé, a priori, un éditeur en VF qui a déjà misé dessus. Ceci dit, on a quand même fait pas mal de podcasts depuis le début de l'année sur le catalogue Image Comics. Moi, je pense que ça pourrait nourrir un très bon éditeur. Donc, quoi. Le renouvellement éditorial d'Image Comics, par exemple. Tu crois? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Moi, je sais pas. Qui se creuse. Ouais. À méditer. À méditer, dans 4 ou 5 ans, je pense. Autre très bonne nouvelle d'ailleurs, qui nous vient de l'indépendant, mais chez Boom Studios, c'est Coda qui sera de retour avec toujours Cy Spurrier et Mathias Bergara. Alors pour l'anecdote, quand j'avais interviewé Mathias Bergara l'année dernière, il me l'avait dit en off. Après il avait fait ouais, on va refaire du Coda avec Cy Spurrier, et là je lui avais dit ah sale bâtard, tu peux pas me dire ça maintenant alors que ça sortira je ne sais pas quand. Et donc ça a été enfin annoncé. C'est pas Coda 2, ça s'appelle de nouveau Coda. Ça reprend les mêmes personnages. Et ça se déroule à la suite donc dans cet univers mélange de de fantasy et de post-apo, puisqu'on est dans un monde duquel la magie a disparu. On s'intéressait à
un ancien barde qui s'appelait et qui qui traversait cet univers, ce monde, avec sa pentacorne du coup, qui est donc une licorne mais avec 5 cornes et qui s'exprime très bavarde. Voilà, très bavarde et qui s'exprime que en disant des gros mots. Et en fait, il essayait de sauver sa meuf. Sauf qu'on s'apercevait en fait que voilà, c'était un récit qui détournait les codes usuels de la fantasy et qui remettait largement en place largement en question la place du héros dans ce type de récit. C'était super intéressant, c'était hyper beau. De toute façon, Bergara, si vous l'avez ensuite vu sur Saison 200, vous savez que c'est un artiste qui est assez formidable. Donc pour moi, à mon sens, ça ne peut être qu'une excellente nouvelle de voir Coda de retour, même si effectivement, juste pour la question d'une éventuelle édition VF, vu que Glénat Comics s'était occupé de ça, est-ce que ce sera de nouveau chez Glénat en hors collection, ou est-ce que, vu que c'était Olivier Gelabert qui avait supervisé cette édition, est-ce que ça ira chez Dupuis finalement? Ça me paraît probable quand même. Moi, je dirais plus que ça irait chez Dupuis. Parce que pour Saison de sang qui a été fait par le même duo. Voilà, mais en tout cas, je suis très très impatient, donc ça démarre à la rentrée trop bien quoi. Trop bien. Trop hâte. Autre auteur qu'on attend beaucoup. Spurrier et Bergara qui avait aussi fait un court segment sur Hellblazer entre 2 passages de Aaron Campbell. Oui, c'est vrai. C'est bien. C'était très très beau. C'est une incroyable variation entre les deux d'ailleurs, parce qu'ils ont pas du tout le même style. Non, pas du tout. Non. C'était super bien. Beaucoup plus léger Bergara par rapport à Campbell avec son ancrage de ouf là. Et donc un autre auteur qu'on aime beaucoup suivre et qui est aussi assez prolifique en fait. Je suis en train de me dire, entre lui et Jeff Lemire, qui c'est qui écrit le plus? Franchement, je pense que ça on peut commencer à faire débat. Et du coup, c'est chez Aiwa que Mark Russell revient après Not All Robots. Donc là, il va faire un titre qui s'appelle Rumpus Room. Donc c'est présenté comme un thriller satirique. Et donc de quoi ça parle? Ça parle de Bob Shrunk, qui est un milliardaire technocrate qui apparemment aime collectionner l'art de mauvais goût et qui souffre d'une maladie de la peau sévère qui l'oblige à appliquer une crème spéciale qui n'a pas été éprouvée par la Federal Governmental Agency des médicaments, je sais plus comment ça s'appelle, la FDA. C'est quoi, Federal Drugs Agency, peut-être, un truc comme ça? Je pense. Peut-être. Et donc, pour avoir cette crème non approuvée, il doit prélever des ingrédients, a priori sur des êtres humains. Tout simplement sur des personnes vivantes. C'est clairement ce qui nous est indiqué dans la preview qui était mise en ligne par Aiwa Studios, où on voit clairement le shrunk qui piège une jeune femme pour ensuite l'emmener dans cette fameuse Rumpus Room. Elle est escortée de 2 types qui sont en costume de cochon et de comment il s'appelle l'âne de bourricot dans c'est Porcinet et Bourricot de Winnie l'ourson quoi, clairement leur costume, mais juste en version ultra malaisante puisqu'ils ont des masques à gaz sur la tête. Et donc je pense que clairement, si vous avez lu Billionaire Island et que vous vous rappelez de la fameuse cage à hamster qui était dessus, je pense qu'on est un peu dans ce même délire, sauf que ça va être beaucoup plus glauque de fait, à mon avis. Le synopsis c'est forcément évocateur de ce truc là. C'est Food and Drug Administration, Arnaud. Ah oui, mais t'avais drogue, c'est bien, j'aurais pas dit drogue, moi j'aurais dit autre chose. Si, c'était drogue pour les médicaments, parce que drogue c'est médicaments en anglais quand même. Donc ouais, carrément, le dessinateur, il me disait un truc, le dessinateur. Oui, c'est Ramon Rosanas, parce que Ramon Rosanas, il avait fait un titre. Ah, mais Year Zero, non? Alors déjà, il avait fait Year Zero. Oui, le zombie qui arrivait chez Panini. C'est ça, oui. Ah ouais. Chez Aiwa, c'est pour ça. Ok. Bon, c'était pas mal ça. Enfin, c'était plutôt. Le concept était cool. C'était pas ça allait pas forcément au bout de son seul pitch, mais l'exécution était assez efficace. Pardon. Quoi ça allait pas au bout de son seul pitch. Je sais pas. J'imaginais un mec qui s'arrêtait de manger un pitch en plein milieu. Genre non, j'ai plus faim. C'est bon. Mais pardon. Je suis fatigué de ouf. Donc ouais, carrément. Son Russell, il a ses forces, il a ses sujets de préoccupation, ses sujets d'études assez réguliers. C'est toujours au moins marrant et déprimant après évidemment. Mais je pense que celui-là, il va être quand même un peu angoissant aussi. Ouais, moi, une époque, on m'a enlevé de la tête le combat Zuckerberg et Musk. J'ai besoin qu'on tape sur les riches un petit peu en fiction parce qu'il nous reste plus que ça. Donc ouais, j'ai pas grand chose. Après, c'est un peu attendu, tu vois. On sait ce qu'il y aura dedans, on sait ce qu'il va dire sur nos amis les riches. Si c'est marrant, je suis content. Ce sera sûrement marrant. Yes. Du coup, très pointu, comme vous voyez. Ouais, tout à fait. Après, c'est sûr, vu que personne n'a lu, c'est juste un effet d'annonce. C'est juste pour dire que ça va arriver et juste dire que donc c'est à surveiller, notamment si vous lisez de la VO. On en parle notamment
pour celles et ceux qui s'intéressent à la VO, parce que ce sera des choses qui sont à précommander chez votre comic shop, mais aussi après si ça peut trouver voie sur la VF, on pourra vous dire dans un an, hey, vous vous rappelez, vous en avez parlé dans le front page de juin 2023, comme numéro Bloodshot 3. Unleashed, tu vois. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est comme ça, c'est qu'il y a un suivi. Ensuite, très très grosse annonce, mine de rien. Enfin, on peut pas encore évaluer la portée de cette annonce, mais c'est quand même, ça nous semble plutôt important. C'est Valiant Comics qui a fait une annonce pour dire c'est bon, on va réussir à publier plus qu'un seul single issues par mois. Mais pour ce faire, c'est pas nous qui allons le faire. Voilà, c'est ça. C'est juste, on va déléguer les droits d'exploitation du catalogue des personnages et les droits de publication de nos comics à un autre éditeur qui s'appelle Alien Books. Et Alien Books, en fait, personne n'en a entendu parler. Parce qu'ils existent depuis pas très longtemps, ils existent depuis 2 ans, je crois. Et même à chaque fois, enfin vraiment sur l'ensemble des sites que je suis spécialisé aux États-Unis, notamment The Beat, qui est quand même mené par Heidi McDonald, qui est une journaliste très très forte et très compétente dans ce domaine. Ça a été un peu oui, donc ce sera publié par Alien Books, un éditeur dont on apprend un peu l'existence, qui s'est un peu lancé en catimini, dont on savait pas trop que ça existait, dont le directeur artistique et directeur de publication, alors j'ai peut-être pas noté son nom, si Mathias Timarchi, qui revendique 25 ans de carrière dans le monde des comics, alors que littéralement personne n'a entendu ça. Enfin voilà, moi je vais être honnête, j'ai jamais entendu parler de lui. Mais pourquoi pas? On connaît pas tout le monde non plus. Non, effectivement, on connaît pas tout le monde, mais et eux qui ont annoncé vraiment des titres assez intéressants, parce que Howard Chaykin qui signe une nouveauté qui s'appelle Sunshine Patriots. C'est fou ça quand même. Qui arrivera chez eux, genre oui. Scénario et dessin ou Ouais. C'est ouf. C'est ça, c'est a priori c'est scénario et dessin. Donc c'est vrai qu'il avait fait un nouveau volume de Hey Kids Comics, mais on n'entendait plus trop parler de lui sinon. Si, il a fait un roman graphique avec Mark Guggenheim. Ah oui, t'as raison, pardon. Qui est pas bien d'ailleurs. Effectivement. Mais c'est genre qu'en général, justement, il fait quasiment que de la créa maintenant. Donc qu'il fasse un truc en accord sous licence, c'est quand même assez curieux. Non, pardon, je voulais dire que Alien Books publie du Howard Chaykin, mais c'est pas sous licence Valiant. Non, c'est pas Valiant. Non, pas du tout. Ok, excuse-moi. Non, je pense pas. Qu'est-ce qu'il m'a foutu de Valiant Howard Chaykin? Bah oui, c'est pour ça que je comprenais pas trop. Oui, non. Mais c'est juste que c'est un éditeur qui publie Howard Chaykin sans prévenir, quoi. Et accessoirement, ils ont aussi annoncé un titre qui s'appelle Fourth House, avec Rodolfo Santulo à l'écriture et Leandro Fernandez au dessin. Donc Leandro Fernandez, The Old Guard notamment, quoi. Donc voilà, ils ont quand même un catalogue avec des noms déjà très intéressants. Donc ce sera forcément Alien Books sera suivre. Surtout qu'ils ont aussi fait un partenariat de publication avec Fair Square Comics, donc la structure de Fabrice Sapolsky, qui fait notamment qui a fait l'anthologie Noir is the New Black, mais aussi Lady Bird, dont on vous a parlé, parce que ça va être adapté en série télé par Canal+. Donc voilà. Ils intègrent aussi maintenant donc le catalogue de Valiant, c'est-à-dire qu'ils vont publier des séries donc de comics. Du coup, j'ai dit des séries et t'as Siri qui s'est lancée. Tu vois, ça 10 séries. C'est ça, reconnaissance vocale assez incroyable. 10 séries, recherche Arnaud Tomassini à poil sur Google. Ça ne donnera rien. Merde. Mais ne m'interromps pas pour ce genre. Des résultats? Non, c'est vrai. Ne m'interromps pas pour 496 résultats. Arnaud. Quand même, ça suffit. Ça suffit. Donc, ils vont publier des comics Valiant. En single issues et en TPB. Ils vont aussi faire de la réédition de comics Valiant. C'est bien ça. Et ils promettent donc de relancer la machine vraiment à partir de 2024, sachant que là, les titres qui restent, c'est X-O-Manowar Unconquered, qui est en train d'achever sa publication, et Ninjak Super Killers de Jeff Parker, qui démarre en septembre. Donc ça, c'est les derniers titres qui vont être publiés en 2023, vraiment par Valiant Comics. Et à partir de l'année prochaine, donc, Valiant sera en fait géré par un autre éditeur que Valiant en tant que tel. Et ils ont d'ailleurs dit que plusieurs des membres qui bossaient chez Valiant Comics, en fait, vont migrer chez Alien Books pour assurer la transition. C'est dingo parce que ça n'arrivait alors plus. Alors non, dingo, c'est chez Disney, ça. Depuis un assez long moment quand même. Je veux dire, on a connu à l'époque des trucs comme Fawcett ou quoi qui déléguaient à DC des droits d'édition contre des contrats de location, mais actuellement, enfin une boîte, elle meurt quoi. Donc c'est. Mais elle est pas morte, hein. En plus, ça doit être, enfin ça doit pas être très cher du coup les droits de Valiant parce que Alien Books ils ne doivent pas avoir des coffres. Extrêmement rempli, chargé, je sais pas. Non, mais après, c'est surtout la limite pour moi, ce serait plus Valiant qui est demandeur, parce que clairement, ils ont a priori pas les sous ou l'envie pour avoir une masse salariale qui soit impliquée dans l'édition. Clairement, ils ont envie de faire d'autres choses, parce qu'ils ont annoncé aussi récemment qu'ils allaient publier je sais plus si on l'avait parlé dans First Print, mais ils vont sortir des romans en fait de leurs personnages. Oui, tout à fait. Je crois qu'on en a parlé. Donc en fait c'est eux, si tu veux, qui plus sont en train de effectivement de vouloir récupérer. Ils ont recherché un comment on appelle ça déjà, un gestionnaire en fait. Mais après, enfin pourquoi ne pas être allé voir Titan ou Dark Horse ou
Enfin, il y a plein de boîtes qui devraient être ravies d'éditer du Valiant. Moi, c'est le choix de Alien qui me surprend parce qu'effectivement, comme tu dis, la structure est pas connue. Peut-être que c'est l'éditeur en question qui dirige le truc, qui est un pote d'ancien de Valiant, peut-être qu'il est passé par Valiant, je ne sais pas, mais c'est ça qui m'étonne le plus, parce que Valiant aille mal, on le sait, on le documente depuis des années, ils ont considérablement réduit leur volume de titres, les projets d'adaptation ont pris l'eau, voilà, on va arrêter de se mentir, le film Harbinger n'aura pas lieu, point, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est la vie, et c'est plus l'effondrement qui a été causé par le départ de Dinesh et de ses équipes à lui. Ils ne s'en sont jamais relevés. Le rachat par le groupe chinois, ça n'a jamais rien donné. En définitive, c'est des mecs qui voulaient faire un Valiant Universe partagé, puis ils ont juste sorti Bloodshot. Oui, bah voilà. Et puis en plus, qui présage rien en termes d'univers partagé, et qui est un film nul. De merde. Voilà. Donc en définitive, moi, les seules pistes logiques que je voyais, c'est soit ils revendaient la boîte à quelqu'un, soit effectivement il y avait un contrat de gérance X ou Y. Je suis étonné qu'ils aient pas directement revendu les personnages à, encore une fois, n'importe quelle boîte qui a parce que techniquement c'est un droit de location, tu vois, c'est dire parce que la structure Valiant Entertainment va continuer d'exister, parce qu'en même temps ils développent aussi, il y a des jeux vidéo sous licence qui sont en train d'être développés. Je pense qu'ils veulent réessayer en fait de relancer la machine avec différents partenaires, mais ça simplement que eux en fait ça va être juste, en fait je pense que la structure Valiant en tant que telle, ça va juste être de la délégation de on prête les droits à telle structure pour les bouquins. Une boîte postale, quoi. C'est une boîte de gestion de droits, en fait. Ouais. Comme il y a comme McDo, voilà, où t'as 3 McDo qui restent et tout le reste, c'est juste de la délégation de droits à des franchises qui vont acheter l'étendard et le fait de vendre des Big Mac, quoi. Mais c'est triste, c'est triste. C'est triste et pas triste. C'est triste parce que l'échec de ces dernières années se confirme et qu'effectivement, c'est jamais marrant de voir une boîte suffoquer à ce point-là, au point d'être plus capable de tenir debout toute seule. Par contre, c'est effectivement une bonne nouvelle dans le sens où enfin, il y aura des comics Valiant. Mais moi, je reste méfiant. Je ne connais pas ce que fait Alien Books et j'aurais limite trouvé ça plus logique de vendre, pas forcément de vendre, mais de s'associer avec Skybound ou un plus gros, parce que là, la diffusion. Ou Marvel. Tu vois, s'ils ont fait du Check-in et du Fernandez et qu'on n'en a pas du tout entendu parler, Marvel non, par contre, pas du tout entendu parler, ça veut quand même dire qu'ils ont pas un pouvoir de diffusion. C'est pas ça, c'est que c'est pas encore sorti. C'est juste qu'ils ont annoncé les trucs et que. Et qui a repris ces annonces, tu vois. Pas grand monde, parce qu'ils l'ont un peu soft, ils se sont un peu soft lancés, on va dire. Mais après, peut-être qu'ils attendaient justement que les choses soient vraiment quasiment terminées ou dans les comic shops pour vraiment faire un petit peu un coup d'éclat. Mais tu sais, il y a plein de structures éditoriales dont on parle pas non plus nous, parce qu'en fait elles sont trop petites. Je sais que t'as fait un article et on en reparlera vite fait dans le prochain podcast sur Bantam Plus Smith avec Source Press Point. Mais ça, on n'en parle jamais de ce qu'ils font. Scout Comics, on en parle très peu. T'as plein, tu sais, quand tu regardes le FCBD chaque année, mais t'as une dizaine d'éditeurs en fait qu'on couvrira jamais, parce que ça n'arrive que très peu en France de toute façon, et que même la diffusion de ces comics en VO, elle se fait même pas dans nos comic shops. Ouais, donc Alien Books, je veux dire, Fair Square Comics, on en parle notamment parce que c'est mené par Fabrice Sapolsky qui est français, qui a fait Comic Box et tout ça, et qu'on connaît un petit peu. Mais après, on n'en parle pas non plus aussi régulièrement que les 4 gros, on va dire. Oui, mais c'est ce que je te dis, c'est qu'on en parle parce qu'on a des accointances avec le sujet quand même un petit peu, tu vois. Mais si c'était fait vraiment par quelqu'un dont on suivait pas, et que du coup, et qui par exemple exporterait pas aux États-Unis Photonics, ce genre de choses là, je pense qu'on couvrirait pas non plus, parce que clairement ça a très peu de chances d'arriver par chez nous. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, c'est pour ça que je comprends. Mais ça n'empêche pas d'exister. Ils n'ont pas été chercher un catalogue plus imposant, enfin un éditeur plus imposant. Mais parce que je veux dire, voilà, parce que ce qui est vrai pour chez nous la France, n'est pas forcément vrai pour eux, parce que peut-être que pour eux, en fait, ça leur suffit d'avoir un éditeur neuf qui se lance sur le marché américain, parce que du coup, c'est pas du tout la même façon de fonctionner, et d'un point de vue médiatique, on suit pas non plus, on n'est pas au courant de tout non plus, médiatiquement parlant, de tout ce qui se fait, tu vois. Ça, évidemment. Mais avoir des artistes, ça coûte de l'argent, et je sais pas. Moi, en fait, dans ma tête, le plan le plus logique aurait été de juste couler et vendre la boîte. De point de vue de. Après, moi, je préfère. Mais après, c'est DMG qui garde le truc, tu vois. Mais donc, moi, je préfère que le catalogue soit bien exploité, parce que bien entendu, on espère que par contre que les comics seront bons, mais je préfère le voir être exploité par une boîte qui fait que des comics, parce que jusqu'à preuve du contraire, Alien Books, il y a Books dedans et ils vont faire que des comics.
dans tous leurs projets. Ça, donc ils vont faire des aliens aussi, des xénomorphes. C'est horrible. Donc moi, je préfère les voir faire ça, les voir sous-traités par une boîte spécialisée dans l'édition de bande dessinée, plutôt que ce soit racheté par un groupe industriel de je sais pas quoi mes couilles qui n'en est pour lesquels les comics ne seraient non plus là de nouveau aussi qu'un vague prétexte pour en fait essayer d'apporter Valiant sur d'autres supports alors que ça fonctionne déjà pas. Bah, ceci dit, tu dis ça, mais Embracer Group qui a racheté Dark Horse, il n'y a pas particulièrement d'ingérence éditoriale. Le jeu Hellboy a l'air bien, enfin, tu vois. Oui, non, mais bien sûr. Il n'y a pas eu les vagues de licenciements qu'il y a eu quand DC s'est fait racheter, truc comme ça, tu vois. Après, DC, c'était déjà plus gros. Embracer, il me semble qu'il y en a eu, mais juste que c'est pas dans un sujet qui nous concerne. Ouais. Bref, du coup, pourquoi pas, après moi, si tu veux, si on peut continuer, par exemple, la saga futuriste d'Ann Abnett. Putain, ouais, Rai, c'est ça, voilà. Je suis content. Fallen World et Rai, c'était cool. Si on a à nouveau du Bloodshot stylé, je suis content, mais voilà, à mon sens, c'est la dernière étape avant de crever. Enfin, pour moi, là, il y a vraiment plus rien ensuite. Si jamais c'est foutu, c'est ça. C'est si le renouveau ne prend pas. Voilà. Oui, en l'occurrence, pour que ça prenne, il faut de la qualité. Pour qu'il y ait de la qualité, il faut des noms, des débutants qui soient passionnés par ce truc-là. On va bien voir. J'ai envie de garder espoir, hein, mais là, c'est compliqué de se former un avis pour l'instant. Des ongoing, par exemple. Tu vois. Il faut. Ongoing, quoi. Les Bloodshot, tu vois, Unleashed, je suis désolé, mais avant qu'on fasse le programme, j'ai lu en entier, hein. J'avais quand même réussi à oublier que ça existait, tu vois, parce que c'est des trucs de 4 numéros, coup par coup. Ça reste pas en tête après, tu vois. Bloodshot Reborn, c'était long, tu vois, c'était un long feuilleton, c'était bien. Même encore une fois, le truc de Abnett, c'était sur le temps long, quoi. C'est plusieurs volumes par plusieurs volumes et tout. Donc, ouais, peut-être faites un peu plus ambitieux que juste Bloodshot va tuer un mec dans l'arrière-pays américain et hop, là, étape suivante. Oui, mais c'est bien dessiné. Oui, c'est bien dessiné, mais attends, il faut lire Bloodshot Unleashed, je suis bien d'accord. Mais il faut lire d'abord Bloodshot Reborn, tu vois, pour le rapport comparatif. Voilà. Oui. T'es pas d'accord? Si, je suis d'accord. Je n'ai pas. Je voulais juste terminer du coup la partie comics avec la meilleure news du monde, clairement, celle que quand elle est tombée, j'ai su, Corentin, que t'as mis ton doigt sur la bouche, t'as fait. Et après, t'as soufflé vers le haut en faisant merci Dieu, en bon chrétien que tu es. Fait les mains comme ça. Moi, j'ai fait ma che molto buono. Si la meilleure nouvelle di Marvel Comics di l'année. Spider-Boy qui a donc droit à son titre solo en novembre par Dan Slott. Et je sais plus quel artiste Comment du coup. on dit en italien Spider? Araignée? J'y sais pas, moi. Le boy, c'est Bambino. Ah ouais? Oui, Bambino. Il est Bambino Aregno. Je sais pas, un truc comme ça. C'était peut-être ça. Hein. Tout à l'heure, FDA t'étais pas loin. Donc ouais, alors Spider-Boy Arnaud, décris-moi la dernière trouvaille de Niclo. Ou de Dan Slott, je sais pas. De Dan Slott, bon, c'est pareil. C'est Dan Slott, en l'occurrence. Il y a le symbiote, il y a le porteur, on va dire. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est Spider-Man? En gros, faut comprendre que donc Dan Slott est revenu sur Spider-Man avec le projet End of the Spider-Verse. C'est trop bien. Dans lequel c'est génial. La déesse Geb Chatra essaye en fait de tuer Peter Parker et tous les tenants en fait de tous les totems de l'araignée. En les faisant muter en vraie araignée. En les faisant muter en Geb. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, sans tout dévoiler, parce que pour la VF, peut-être que vous l'avez pas encore lu tout ça, mais en gros, à la fin de l'arc, au lieu de disparaître, le Spider-Verse est restauré dans son intégralité. Et parmi tous les Spiders qui reviennent et qui ont disparu, eh bien, il y a ce fameux Spider-Boy qui apparaît. Et en fait, c'est un concept un peu façon centriste, c'est-à-dire que Spider-Boy, c'est le sidekick de Spider-Man, qui a toujours existé, qui était là depuis ses premières aventures dans les années 60, sauf que, en fait, il y a que lui qui se rappelle de son existence. Attends, Corentin. Et donc, au début, il apparaît, il fait, c'est moi, Spider-Boy. Alors, son nom, c'est Brig Bailey, je sais plus quoi, un truc comme ça. Un nom un peu pourri. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc il arrive, et il se dit, ouais, c'est moi, Spider-Boy. Et sauf que personne ne le reconnaît. Et fait quoi? Mais tout le monde a oublié que j'étais, bande de bâtards. Puis il se casse. Et il a une courte aventure dans un numéro d'Edge of Spider-Verse où on t'explique un peu plus ce principe. Sauf que du coup, tu l'as compris, c'est un mix en fait entre Alpha, qui était un autre sidekick de Spider-Man que Dan Slott avait essayé de mettre dans la série Amazing Spider-Man à l'époque, que tout le monde a oublié parce que c'était de la merde. Donc là, il nous refait le coup, mais avec une touche de century, du coup, pour l'aspect éditorial, on revoit le côté éditorial. Et du coup, il lui donne une série solo pour explorer un peu ses origines, dont personne n'en a rien à battre. En plus, le design, il est
éclaté, c'est moche, c'est juste moche. Désolé pour Humberto Ramos qui a participé à la co-création de ce design. Et donc ce sera écrit par Dan Slott, c'est une putain d'ongoing, hein, annoncé tel quel, et ce sera illustré par je me rappelle plus de qui c'est les dessins. Paco Medina, pardon. Merci Arnaud d'avoir quel gâchis de Paco Medina. Ouais. Et le fait est que en fait il y a plein d'autres Spiders qui pourraient avoir une série ongoing au lieu d'avoir des mini-séries à la con comme Silk, comme Spider-Woman, comme Spider-Gwen, au lieu d'avoir des Spider-Verse là je sais pas quoi. Et non, t'as un personnage qui sort de nulle part, dont le principe est quand même pas très très intéressant, dont ce qu'on nous a donné à voir quand même au bout de ses apparitions dans la série Spider-Man et dans Edge of Spider-Verse, il y a rien qui te dise ouais trop bien, il a l'air incroyable ce personnage, et c'est ouf quoi. Ce forcing est assez incroyable, Corentin. Ouais. Ça va, Arnaud? Ouais, ça va très bien. Voilà. Alors, news suivante. Hein, tu veux rien dire dessus? Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Le concept du personnage, t'as kiffé? Très honnêtement, en plus, moi, comme je l'ai déjà dit, j'ai été un Dan Slott apologiste pendant longtemps. Mon corps défendant, puisqu'en fait, c'était juste que je n'aimais pas ce que faisait Nick Spencer et la façon dont justement Marvel avait décidé de bien enterrer toutes les idées de Slott. Il s'appelle pas toutes bonnes. Hein, il s'appelle Bailey Briggs. Ouais. Donc ils ont repris encore le truc de la même lettre aussi pour le prénom et le nom de famille. Donc des idées qui n'étaient pas toutes bonnes, mais qui avaient au moins le mérite d'essayer, un truc que je dis à chaque fois, de pousser un peu le continuum temporel dans un sens et de dire Spider-Man peut ne pas être que un jeune vingtenaire débutant dans une ville où la vie coûte cher, etc. Bon, évidemment, Superior Spider-Man, c'était ce que c'était. D'ailleurs, ça revient. Hein. On se rappelle quand même. Oui, c'est vrai. C'est là que je dis symbiote et porteur du costume, parce qu'en fait, on oublie que Nick Lowe tout seul, c'est un méchant, mais quand il a pas son super costume alien, qu'est Dan Slott, tout seul, tu vois, il peut pas faire autant de mal. Tu vois, ouais, mais parce que tout seul, il fait déjà quand même. Ça amplifie ses pouvoirs. Pas mal de choses. Ça amplifie ses capacités. Il faut lire cette série Spider-Man, donc End of Spider-Verse, pour comprendre à quel point, en fait, c'était une mauvaise idée déjà de faire le Spider-Verse pour commencer. Non, il y avait aucun plan de bataille final, sinon un horrible plagiat de Crisis on Infinite Earth. Vous avez une planche qui est exactement le décalque de tous les héros de la Terre qui vont taper l'Anti-Monitor. C'est exactement le même principe. La restauration de l'univers, mais qu'est-ce que tu racontes? Le Spider-Verse, il est même pas cohérent avec le multivers Marvel classique. Ça déjà, c'est quand même fou de se le dire. Ensuite, la déesse araignée, si c'était pour en faire ça, mais à quoi? Gap. Oui, la déesse Gap, pardon. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Le design est horrible. Design est dégueulasse. Mais tout est raté dans ce truc-là. La locution, elle est infernale. L'espèce d'épée, là, pour couper les liens avec la dague, ouais. Mais c'est débile, c'est pas possible d'être aussi con. Enfin, c'est un dessin animé Mattel des années 90, quoi. C'est raté, c'est moche, pas bien. Et effectivement, alors cette scène, donc, où il tape la déesse, là. Et là, t'as le petit Spider-Boy qui apparaît et t'es en mode... Moi, j'ai mon cerveau, il a fait pchit. J'étais en mode, mais en fait, depuis le début, c'était parce que, tu sais, il avait fait un thread sur Twitter, Dan Slott, où il avait dit, dans tel numéro, je vais introduire un nouveau personnage. Et il compte beaucoup pour moi, ce personnage. Vous allez voir, c'est un truc, c'est toujours excitant de créer un nouveau héros, etc. Mais en fait, t'as envie de lui dire, mais gros, tu l'as déjà fait 4 fois, t'as déjà créé plein de fois des nouveaux héros. Comme tu dis, Silk, quand tu l'as créé, tu nous avais fait le même sketch. En mode genre, ouais, je vais réécrire l'histoire de Spider-Man. C'est que Silk, c'est de la retcon. Mais oui, ouais. mais Silk, c'était pareil. C'était en mode genre, oui, en fait, il y avait une autre meuf qui avait été piquée par l'araignée. Et t'es en mode, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On le sait depuis 60 ans que c'est pas vrai. Ce serait arrivé avant. Et en plus, il récupère l'idée, que je n'aime pas, en plus, moi, cette idée-là, des Inheritors et de Ezekiel. Pour moi, un non-sens, pareil, par rapport à ce que doit être Spider-Man. Mais c'est un choix personnel. Ouais, en fait, depuis le début, elle était là, mais t'es dans ce bunker. Et t'es en mode, mais pas du tout, mais arrête, tu te fous de ma gueule. Et là, effectivement, t'es obligé de penser au Sentry. Il y a même un arc un crossover qui avait été fait par Mark Waid, je crois, où on te disait qu'il y avait un autre personnage qui était membre des Avengers depuis le début. Tu sais, je sais plus comment ça s'appelait ce crossover, c'était pas si vieux que ça, c'était vers Legacy à peu près, où il y avait un personnage pareil qui avait un nom avec les deux consonnes à la Stan Lee. Et en fait, sauf que c'était un twist, c'était une disquette, c'était une façon pour Wade de te dire, oh, ça, c'est de la connerie, faut pas faire ça, etc. Là, il te fait quand même la retcon absolue. Alors que déjà, on sait pas comment marche le passage du temps dans l'univers Spider-Man, puisque techniquement, le mec, il est censé avoir été rebooté 3 fois, sa timeline depuis le début, tu vois. Si on prend Secret Wars, si on prend le vœu d'Ezekiel, et si on prend, ce qui s'est passé avec la saga du clone, enfin, déjà, ça a plus de sens. Et en plus, que je m'énerve, ça y est. Et en plus, mais ça va. Il y a combien de... Mais tu lis cette série Spider-Man, mais tu te rends compte qu'ils sont 1000, les personnages arachnéens. Il y a toutes les versions du monde, et même sur Terre 616, ils sont Miles, Spider-Gwen, Silk, Peter Parker, le clone,
le clone numéro 2. Enfin, c'est bon. Ils sont déjà une dizaine. Stop, ouais. ça suffit maintenant. On dirait que le mec, tu sais, c'est un peu comme Shyamalan avec les twists à une époque. T'as envie de dire, mais tu sais, il y avait un épisode de South Park où en fait, il cherchait, le gouvernement cherchait des réalisateurs pour trouver des idées pour combattre je sais plus quelle menace. Ils vont voir des artistes parce que les artistes ont beaucoup de bonnes idées. Ils vont voir Shyamalan et en fait, Shyamalan, il a pas d'idée. Il a que des twists. Et le colonel lui dit, c'est pas une idée, ça. C'est juste, vous avez retourné la situation. Dan Slott, c'est pareil. Il a pas d'idée. Il a des nouveaux personnages. C'est quoi, tu sais pas quoi faire? Attends, là, le scénario, il patine un petit peu. Nouveau personnage, Spider-Boy, bam, c'est bon, c'est réglé. Mais enfin, ça suffit. Après, c'est avec quoi, Spider-Grand-père et tout. Enfin, stop, ça m'énerve. Spider-Verse, c'était nul. Spider-Geddon, c'était raté. Superior Spider-Man. Spider-Verse, c'était sympa. Spider-Geddon, c'était nul. End of Spider-Verse, c'est de la merde. Vraiment, non, mais ça. Moi, je trouve ça quand même très triste que l'année où il y a Across qui sort au cinéma et en fait tout le monde se prend d'émotion pour l'idée que oui, en fait, c'est bien les doubles Spider-Man, ce soit beaucoup mieux fait au cinéma que dans les comics qui sortent actuellement. C'est pour une fois on perd cette guerre-là, tu vois. C'est les films sont meilleurs que les BD sur ce principe-là, qui pour moi a jamais rien donné de bien. Il y a que Spider-Man et Spider-Man 2 à la limite de Bendis. Ouais, et encore le deuxième était moins bien. Et puis ouais, enfin voilà, les séries Gwen Stacy, c'est tout quoi. Enfin, Spider-Gwen, c'était sympa au début. Ouais. Moi je porte pas quoi. J'en ai marre de. Enfin bon, et voilà. en plus il revient pour longtemps quoi. Il revient pour rester maintenant quoi. Bah je sais pas, il lui donne je sais pas, moi je comprends pas. Je pense voir qu'ils vont le remettre sur Amazing. Hein. C'est parce que là personne n'écoute en du volume actuel. Là il s'implante partout, il refait tous ses petits trucs. Là il a refait sa version du multivers. Il fait Spider-Boy, il va refaire Superior Spider-Man. Mais ça y est, il revient en mode c'est de nouveau à moi. Ouais, c'est un peu bizarre parce qu'en plus tu pourrais penser que le mec il a quand même écrit Amazing Spider-Man pendant 10 ans, qu'il a fait le tour de ce qu'il a à dire en fait. En plus là c'est tellement facile quoi. Enfin, tu crées un nouveau personnage pour créer une nouvelle page blanche. Et en plus je sais pas si elle est fake ou pas, mais parce que à l'annonce de Spider-Boy il y avait quelqu'un qui répondait sur Twitter avec une planche de BD et je sais pas, parce que je l'ai pas retrouvé dans Edge of Spider-Verse, donc je sais pas d'où elle sortait ou si c'était un fake. Où tu voyais du coup où il reprenait des scènes des premiers numéros d'Amazing Spider-Man, donc avec la mort de Gwen Stacy et tout ça, sauf que sur chaque scène iconique tu voyais Spider-Boy qui était à côté en lui disant par rapport à la mort de Gwen, genre il lui tape sur le dos en disant putain t'inquiète, enfin c'est trop dur mais t'inquiète pas, je suis là pour toi de te soutenir parce que je suis Spider-Boy. Donc je sais pas d'où ça venait, si c'était un fake ou pas. Non mais il y a aucune chance que ça reste, hein, par contre Spider-Boy. C'est non mais jamais de la vie mec. L'univers arachnien justement il est obnubilé par le retour à l'origine, donc ils vont forcément dire soit c'est une illusion, soit il vient du multivers, soit c'est un fantasme, soit c'est machin, etc. Mais dans 5 ans, t'auras oublié Spider-Boy, j'aurais oublié Spider-Boy, on aurait oublié Venom Boy, Kid Venom, pardon. Kid Venom, ouais. Parce qu'il y a ça aussi, hein, quand même, faut se rappeler. En fait, moi, ça y est, je suis vraiment là. Je ne lis plus Spider-Man, moi, en ce moment. J'avoue, j'ai lu le numéro maudit, parce que j'étais bien obligé. C'est très mal fait. Mais c'est pas beau. Et c'est même affreux. Mais voilà, honnêtement, il n'y a plus rien qui me régale en ce moment, quoi. Comme tu dis, mais juste. Non, c'est une gestion de licence. Remettez Miles entre les mains, ramenez Bendis sans déconner. Enfin, ça me paraît même pas injurieux de le dire, en fait. Il y a que lui qui a bien écrit Miles Morales. Spider-Gwen, il y a plein de séries cool à faire, même s'il y a des bonnes mini-séries. C'est des mini-séries. Et elles sont très peu mémorables. Et il y a Takashi Miyazawa qui en a fait deux, je crois. C'était très joli, c'était un bon style, mais tu l'as créé, ce personnage, Dan Slott. Qu'est-ce que tu avais en tête à ce moment-là? Il n'y avait pas une visée à long terme. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir une héroïne qui était aussi canonique que tu sais ce qu'il avait en tête? Des royalties sur les adaptations. C'est possible, en vrai. Parce que lui, ça fait un bail qu'il est dans le milieu, en plus, mais bon, bref. Du coup, voilà, Peter Parker, Spider-Man, tout ça, Dan Slott, Niclo, Marvel. On passe du côté des séries télé. Tu sais, tu fais exprès, en plus, de mettre ces news dans le programme, parce que tu veux que je m'énerve, en fait. C'est ça. Bien sûr que je veux. Je vois, tu fais exprès. Là, c'est très secondaire comme actualité, tu vois. Ouais, mais c'est rigolo. Tu la squeezer, en vrai. Bah non, moi je trouve que c'est intéressant. Moi ça me fait mal. Bah ouais, mais après. C'est intéressant de te voir souffrir. Phrase de bâtard. Alors, du coup, du côté des écrans, petite partie télé, petite partie ciné. Du côté de la télé, un teaser trailer pour l'adaptation de The Chosen One. Donc, l'adaptation d'American Jesus de Mark Millar sur Netflix qui arrive le 16 août. Et le petit teaser qui, ma foi, je trouvais plutôt efficace. Ouais. Un autre texte apocryphe, du coup. Ça fait 2 fois qu'on parle de Jésus dans ce podcast. Et que les chrétiens convaincus sont outrés. Ah bon?
J'ai pas vu de... Non, c'est une blague. Ah ok, parce que rappelle-toi quand même de Second Coming de Russell, des fois, Oui, non. quand on parle de Jésus dans un média grand public, les gens ils sont là, non. Oui, mais faut justement, respecter. là on est sur First Print, donc en termes de grand public, ça va, on n'y est pas encore. Non, mais je veux dire, est-ce que Fox News s'est emparé de la série, tu vois, enfin bref. Ah non, pardon. Qu'est-ce que je voulais dire? Tac, 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 tac. Ouais. Rappel des faits, donc Mark Millar, qui sortait un peu de ses années d'essai vers le milieu des années 2000, crée la série The Chosen avec Peter Gross. Une mini en 4 numéros, je crois, qui s'intéresse effectivement au personnage de Jodie. Un candidat potentiel pour la réincarnation de Jésus-Christ. Où d'ailleurs, Arnaud, vous avez honteusement gâché la fin de cette lecture au demeurant pas désagréable. C'est faux. C'est vrai. Il a littéralement fait quelques podcasts de ça. Finalement, Netflix, quand ils ont racheté Millar World, c'est un des premiers projets qu'ils ont annoncé. Et directement, l'idée était de convertir cette série, enfin cette bande dessinée, en format, enfin pour les publics hispanophones, on va dire. Donc ils ont décalé l'intrigue au nord de comment ça s'appelle déjà, la Californie du Sud. Donc la Californie du Sud, qui en fait est un État mexicain qui est au sud de la Californie états-unienne, mais qui voilà, c'est un territoire communicant entre les deux, c'est un territoire frontalier. Donc on imagine que la série parlera aussi des flux migratoires et du dialogue entre la culture américaine, enfin nord-américaine et latino-américaine. Dans la mesure où c'est toujours Jodie le héros, mais ça se passe cette fois donc au Mexique. Et c'est toujours la même histoire, c'est toujours un jeune homme qu'on va prendre pour la réincarnation du Christ. Donc El Elegido qui signifie l'élu ou le choisi, The Chosen One en anglais. Mais il y a déjà une série ou un film, voire même les deux, qui s'appelle The Chosen One. Donc ils ont préféré miser sur le titre hispanique pour la promo. Donc un tournage assez compliqué, ça fait 5 ans qu'on attend la série, il y a eu 4 morts sur le tournage suite à un accident de camionnette, on en avait parlé. Oui. Comme si voilà, justement Dieu lui-même ne voulait pas que ça sorte. Finalement, effectivement, teaser pas si désagréable, des variations de plans entre des plans en scope et des plans alors je crois que c'est du 16/9 ou du 4 tiers, je ne sais pas, mais enfin du 1/33, mais voilà, une série qui a l'air finalement plus sobre et plus polish que Jupiter's Legacy, qui était directement parti dans le côté festival, pétaradé, pyjama, etc. Enfin, les costumes pas beaux, les effets spéciaux pas beaux. Là, le thème fait que peut-être qu'ils vont prendre ça plus au sérieux, parce que les hispanophones, pour le coup, ils rigolent pas avec Jésus. La majorité de l'Amérique du Sud est d'origine chrétienne, convaincue, voire même catholique, voire évangéliste parfois. Donc je pense qu'ils vont peut-être plus accentuer ce côté-là que dans la série, dans la BD, qui était quand même plus une satire, on va dire, de la lecture très américaine de la religion dans la petite bourgeoisie blanche par rapport au pouvoir politique, et ensuite plus tard dans les volumes qui ont été faits depuis que la série a été mise en projet, parce que ça a motivé Millar à reprendre, parce que la première série était s'achevait sur un cliffhanger, pour vraiment trouver le conflit final dans la de la Bible entre le bien et le mal. Là, il y a moyen on skip cette partie-là, je pense, pour juste rester avec Jodie et voir un peu où ça nous mène, parce qu'effectivement, la première BD American Jesus, elle est courte, hein. Donc là, s'ils veulent faire une série sur plusieurs saisons, je sais pas, moi, les images me parlent, en fait. Après, c'est facile, tu vois, de créer de la grandeur et des enjeux avec une image chrétienne, tu vois. Tu crées des suiveurs, un enfant qui marche dans le désert. Mais ça marche toujours aussi bien. On me rappelle d'ailleurs aussi que Martin Scorsese va faire un film sur Jésus. Un deuxième film sur Jésus, après le premier. Et on rappelle d'ailleurs, quand il a fait le premier, il avait reçu des menaces de mort et il y avait eu des attentats chrétiens contre la dernière tentation du Christ avec William Dafoe. Voilà, après, c'est pas la série où il y a Tena Huerta dessus. Tout à fait. On sait pas qui il va jouer d'ailleurs. Ce qui serait intéressant serait qu'il joue le président du Mexique, dans la mesure où le président dans American Jesus, c'est pas un mec très bien. Ça ferait un petit décalage, mais effectivement, Tena Huerta, on en avait parlé récemment, qui a été accusé de prédation sexuelle sur un groupe d'entraide de personnes latino-américaines aux États-Unis. Et Netflix n'a pas réagi, un peu comme Marvel avec Jonathan Majors. Donc il est dedans, il est pas au premier plan comme Le Conquérant. Peut-être qu'ils le recasteront en saison 2, on verra. S'il y a une saison 2 déjà, parce que la malédiction Millar chez Netflix n'est pas forcément encore brisée. Mais ouais, si on fait exception de ce petit point de casting, c'est pas la série qui a l'air la moins bien branlée de ce qu'on a vu récemment, quoi. Donc pourquoi pas. Donc à retrouver en août sur Netflix et à voir si on arrive à trouver le temps de vous en reparler à ce moment-là. On pourrait faire un podcast sur les comics sur Jésus.
Parce que là, je vois Seven Sons qui me regarde, on n'a pas parlé Non, Lucky faudra le Shoes faire, et ouais, faudra le j'ai faire beaucoup aussi. de choses à dire. Allez, autre adaptation télé, enfin autre série télé qui arrive, qui a été annoncée sur Max pour cet été là, tout rapidement, c'est Super Powered, un documentaire en 3 parties sur l'histoire de DC Comics produit par DC et qui sera diffusé sur Max. Ça avait été annoncé en 2021 et donc ça a mis son temps à voir le jour. Et c'est plutôt, alors j'imagine que ce sera aussi l'histoire racontée par les vainqueurs, donc une façon très bien de dire comment DC s'est imposé au monde et comment On parlera pas de voilà. l'époque où Joe Shuster a fait des comics porno pour payer ses procès, pour récupérer le droit de Superman. Non, ça a priori on parlera Ok. pas non plus de la façon dont Bill Finger est mort dans la misère C'est ça. parce que Bob Kane a pas voulu lui redonner les droits de création de ses personnages. Mais il y aura quand même pas mal d'intervenants plutôt sympathiques parce qu'il y aura quand même Michael Keaton, Regina King, Zoe Kravitz, Jim Lee forcément, Robert Pattinson, Bruce Timm, Michael Uslan, Mark Wade, John Ridley, Ah, donc il y a quand même d'auteurs de comics. Oui, il y a quand même des auteurs C'est de cool, comics. parce que là, depuis le début de la liste, c'est genre. Oui, non, c'est pour ça, mais j'essayais avec l'histoire de DC. J'essayais de les mentionner en premier, mais voilà, il y aura quand même Mark Wade, qui est un énorme fan de DC. Vous le savez, vous avez sûrement écouté le Super Friends, doublé par le bon Corentin, ici présent, où clairement, le mec se rappelle du jour où il a vu Superman plusieurs fois d'affilée. Non, mais au cinéma, le jour où il l'a vu la première fois, quoi. Donc voilà. Il y aura, plein de gens, en fait, qui ont porté ces personnages à l'écran, Kylie Cuoco pour Harley Quinn, Gal Gadot pour Wonder Woman, James Gunn pour le nouveau DCU, sûrement pour aborder aussi ces personnages. Ce sera narré par Rosario Dawson, qui est une vraie fan de comics, et dont le grand-père a fait des comics chez DC notamment. Donc voilà, c'est tout un petit monde. Ça démarre le 20 juillet 2023 sur Max. Excuse-moi, il y a vraiment que Mark Wade et... Non, il y a plein d'autres, mais il n'y a pas tous les noms listés. D'accord, là, ouais. je te dis juste les noms qui étaient sur le communiqué de presse. Parce que sinon, ça sent comme un petit peu le produit promo, quoi. Bah ça, de toute façon, oui, Genre, c'est un documentaire sur l'histoire de j'ai grandi DC. avec Batman, il est très compliqué, il est très noir, c'est un peu la justice et le ténèbre à la fois. Enfin, tu vois. Non, mais on est d'accord. De toute façon, ça s'appelle Super Powered The DC Story et c'est par Max. Oui, bien sûr que c'est un documentaire d'autopromo. Mais ça n'empêchera pas d'avoir des images d'artistes, ça n'empêchera pas d'avoir plein d'intervenants quand même de superstars des mondes de l'animation aussi, parce qu'il y a Bruce Timm, des comics et en plus des adaptations. Je pense que voilà, tant que tu gardes le recul sur ce que tu vois et que tu sais que c'est quand même juste des gens qui viennent parler. Mais les 2 premiers épisodes, a priori, c'est sur le Golden Age et sur le Silver Age, donc je pense que ça peut être quand même sympa. Ouais, on verra. Tu vois, bien. faudra voir quelle sera la partie comics dans tout cela, Voilà, parce c'est ça, qu'effectivement. parce que si moi je me souviens du documentaire Secret Origin of DC Comics, dans lequel il y a d'ailleurs pas mal d'interviews de dessinateurs et de scénaristes et tout, de grands noms, pas mal de belles images d'archives. Bon, c'était évidemment très, très hagiographique, au point d'ailleurs que le documentaire créditait à DC la création de Milestone Media, alors qu'absolument pas. C'était vraiment, voilà, ils ont été révolutionnaires. C'est DC qui a créé Wildstorm aussi, tu sais. C'est ça, évidemment. Mais par contre, tout ce documentaire-là, il termine par, et un jour, on a fait des films, ils ont grave bien marché. Et t'es en mode, bah oui, mais on s'en fout. Enfin, la BD, c'est un art en tant que tel. Mais moi, j'aimerais bien, un tremplin vers le cinéma, quoi. Surtout que j'aimerais bien, tu vois, là, si tu fais il sort en 2023, mais il sortirait l'année prochaine, il devrait faire le point sur l'aventure ciné, voilà, sur l'aventure ciné, depuis 2020 avec il y a quand même que des ratages au box office en vrai. Non, il y a pas eu que des ratages. Wonder Woman, ça a bien marché. Non, mais pas après 2020, j'ai dit. Après 2020, après 2020. Regarde, Birds of Prey loupé. Ouais. Suicide Squad. Joker. Joker. Ouais. Mais à part mais que en Elseworlds Wars en fait, ouais. que en Elseworlds Joker et The Batman, ça a marché. Le reste, ça s'est planté. C'est vrai. Mais en même temps, peut-être qu'ils iront pas jusque là. Hein. Non mais le jour on a été chercher James Gunn, on l'a sauvé de chez Marvel. Le jour où ils feront le documentaire pour les 100 ans de DC, il faudra bien aborder cette partie, non? Je sais pas s'ils parleront de pognon, dans le sens où ils parleront peut-être plutôt d'imaginaire pour se mais même sans parler de pognon, tu parles de quoi, des Birds of Prey, c'est pas des mauvais films. Hein. On est d'accord, mais il y a non mais Black Adam, Shazam et tout ça parce qu'il y aura Zachary. Mais ça, ils n'en parleront pas. Enfin. Et c'est là que Dwayne Johnson a fait une tournée promo dans son bar à lui avec sa marque de vodka et qu'on a décidé de le virer. Putain, faudrait on le prend en VO sans sous-titres et tout et je le redouble sur les interventions de Geoff Jones et quelques corporatistes comme ça. Je crois pas qu'il y ait Geoff Jones qui était annoncé dessus. Ouais, c'est curieux. Quoi, mais non, ils ont pris Mark Waid du coup. C'est triste. Bah, on verra. Faudra. C'est pas Dan Didio non plus, j'imagine. Bah, là, sûrement. Là, par contre, non, effectivement.
Et là, on a fait les New 52. Putain, tout s'est planté. On est revenu en arrière très vite, mais on a perdu beaucoup de parts de marché avant. Ouais, très vite, ils sont revenus en arrière 5 ans après. Hein, Ouais, quand même. après, à l'échelle de DC, c'est pas énorme. Hein. C'est la période Crisis, c'est elle a duré. C'est pour faire des, tu sais, Legacy, ça a tenu 7 mois, hein, donc. Oui, effectivement, plus le temps avance. Franchement, plus les soft reboot, relaunch de Marvel, ça tenait 1 an, 2 max, alors que eux, ils ont tenu les New 52 5 ans mais quand bon, même. la période Crisis, ça a duré un petit moment comme reboot, tu vois. Oui, mais si tu compares. En fait, ils sont de plus en plus courts, les reboots, quoi. Bah oui, bien sûr. Mais donc, ouais, voilà, moi, c'est plus ça. C'est plus qu'on arrête de dire, ok, d'accord, on a fait des comics, c'était vachement sympa. Maintenant, on a fait des films, après, ça a gagné de l'argent. C'est plus ça, parce que honnêtement, tous les documentaires terminent là-dessus, en mode, regardez, ça a touché le grand public. T'as même justement un documentaire, putain, l'histoire secrète des super-héros, sur truc d'Arte que Arte va diffuser en 3-4 parties, un truc comme ça. Ouais. Ou je sais plus, un mec qui disait, ouais, puis les jeux vidéo, les comics, ça a inspiré les jeux vidéo et tout. T'es en mode, bah, pas spécialement, déjà pour commencer. Et ensuite, qu'est-ce qu'on s'en fout? Putain, mais parlez juste de l'art en tant que tel. Quand vous parlez du mouvement cubiste, vous allez pas dire, ça a inspiré un film obscur un film hollywoodien super connu, machin. T'es en mode, mais non, on s'en fout, c'est une révolution artistique. Ça a inspiré le film Cube, mais pas du tout. La peinture rococo, ça a inspiré un acteur porno. Non, on s'en fout, ça a rien à voir. C'est juste bien en tant que tel. On n'a pas besoin de, voilà. Bah oui, mais il faut trouver une accroche justement pour le grand public. Bah, la BD, c'est bien, le grand public. Pas pour le grand public. Ah oui, c'est vrai. Pas encore, toujours pas. Allez, Corentin, on passe à la dernière partie de ce podcast avec le cinéma, la grogne des animateurs de Spider-Man Across the Spider-Verse. Un film donc qui réussit au box-office, qui a été salué par la critique et le public, mais à quel prix, puisqu'on sait a priori que notamment le producteur Phil Lord aurait une façon de gérer ses équipes un peu anarchique, on va dire, et surtout qu'en fait qui demande à ce que les séquences soient réalisées en entier avant de trier ce qui doit rester, ce qui doit être refait. C'est ça. Alors et ça, c'est un peu pénible. C'est un témoignage qui a été publié dans les colonnes de Vulture, ouais. Où ils ont été chercher différents animateurs, 4 notamment qui témoignent à visage masqué, comme on dit, et qui parlent un petit peu de la galère que ça a été de travailler avec Phil Lord, qui en fait est vraiment le capitaine du projet Spider-Verse, quoi qu'on veuille bien en dire. Il a largement contourné Dos Santos, Powers et Johnson. Et en parallèle de ça, Thompson, apparemment Chris Miller lui-même était pas très présent pendant la production. Alors le problème, en fait, si tu veux, ce qui se pose, c'est qu'effectivement, il a du mal à conceptualiser une scène s'il a pas le rendu fini. Ce qui signifie que, par exemple, il a une idée, il dit, bah, dans ce cas-là, voilà, à ce moment-là, Spider-Man, il se balance entre 2 buildings, et là, il y a les tentacules d'Octopus qui l'accompagnent. Ça, il se dit, ça pourrait être une idée intéressante visuellement. Donc, il l'a fait faire, et après, s'il aime pas la scène, en l'occurrence, il l'a aimé, s'il aime pas la scène, il dit, non, ça marche pas, poubelle, on change. Et ça, en fait, c'est très peu courant dans l'animation, où, en fait, ça demande du temps et de l'argent de faire des scènes, et ça demande beaucoup de travail, surtout pour un film qui est aussi esthétiquement poussé. En général, quand un réalisateur a une idée ou même un changement en cours de script par rapport à ce qui était prévu, il demande juste à faire un storyboard, voir un mock, voir une démo, c'est-à-dire une image pas finie. D'ailleurs, on sait qu'elles existent, puisqu'on a même, nous, vu des démo reels de Spider-Verse avant la sortie du premier et avant la sortie du deuxième. Les scènes coupées qui sont tombées du premier, on voit qu'elles n'ont pas été finies, donc il a pas tout fait finir. C'est là qu'il y a beaucoup, en fait, les mecs ont été interrogés, je pense, ils convergent dans leurs avis, donc qu'il y a forcément du vrai. Mais c'est, à mon avis, peut-être aussi plus compliqué que ça. Il y avait certainement une exigence artistique qui a été poussée sur ce film-là, qui a demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de travail, certes. Et le plus gros problème, en fait, c'est que Phil Lord et Chris Miller, c'est des mecs qui, même s'ils viennent du cinéma d'animation, ils viennent aussi d'une certaine école de comédie. On improvise beaucoup. Voilà, ça c'est connu sur le tournage de Jump Street 1 et 2. Il y a eu beaucoup d'impro, beaucoup de répliques ajoutées, beaucoup de séquences qui étaient du jour au lendemain changées, etc. Sauf que en live action, à moins que tu aies besoin de construire un décor, et en l'occurrence tourner dans un lycée, bah c'est pas compliqué. T'as juste à bouger ta caméra, quoi. Si par exemple on te dit, mais ce serait bien, par exemple, que Channing Tatum il fasse un saut et qu'il fasse Spider-Man, tu vois. Bah tu positionnes ta caméra, tu fais un plan au ralenti, tu dis à Tatum, bah vas-y, saute-moi comme Spider-Man. Voilà, ça prend 10 secondes. Par contre, si tu fais ça en animation et que le mec en plus a besoin de la séquence finie, bah ça va demander énormément d'efforts et d'énergie aux animateurs. Donc mécaniquement, à force de travail, à force de réécriture, parce que comme justement il y a cette espèce de côté un peu savant fou qui improvise tout le temps, qui réécrit tout le temps du jour au lendemain en se disant maintenant que j'ai vu cette séquence, ce serait pas mal si on rajoutait un moment où le Spider-Man India il explique que le chai tea ça existe pas parce que le chai c'est du tea. Ben, il faut faire cette séquence là, tu vois. Peut-être qu'après on rajoute une blague sur l'Inde justement que finalement ça fait trop parce que 3 blagues sur l'Inde d'affilée c'est trop, donc on l'a fait puis on l'enlève, on la jette. Et donc beaucoup de mecs qui ont en fait travaillé sur le film, une centaine apparemment,
on finit par se lasser, quoi. Parce que c'était beaucoup trop de travail sur un seul projet, qui déjà artistiquement était compliqué. Faut bien imaginer, par exemple, que le Spider-Punk, où on sait que tous ses vêtements sont animés à des vitesses différentes, sa guitare, ses cheveux, sa tête et compagnie. Bah, t'imagines que s'il veut essayer une scène avec Spider-Punk, qui va de coup demander énormément de travail, et après il dit, bah, celle-là, finalement, elle est en trop parce qu'au niveau du rythme, ça colle pas. Et c'est vraiment ça, en fait, le cinéma. Enfin, les vrais acharnés du cinéma, ils le savent très bien. Le montage, c'est une science très, très millimétrée. Il y a même pareil pour la comédie. Souvent, dans les comédies, on rajoute beaucoup de blagues, on fait des versions très alternatives pour voir si ça marche mieux avec cette blague-là, ça se rôde en plus en cours de tournage et tout. Donc voilà, c'est un mec qui a ces habitudes-là et qui a pas un cerveau qui marche en storyboard. Bah oui, on imagine bien qu'il doit y avoir des tonnes de versions alternatives, des tonnes de scènes coupées, qu'on ne verra peut-être jamais d'ailleurs. Mais c'est pour ça qu'ils ont dit aussi qu'il y avait des versions différentes du film qui étaient diffusées dans les cinémas. Oui. Et parce que tu vois qu'il y a des scènes qui sont pas pareilles, où le personnage est pas animé pareil, oui, pas le même scènes, design. Des trailers qui sont pas dans le film, etc. Enfin, il y a plein d'exemples qu'on peut trouver de ces choses-là, parce qu'en plus, comme il y a une générosité visuelle avec les 6 univers différents, qui ont tous 6 styles différents, c'est facile de comprendre en quoi les animateurs qui ont bossé sur ce projet-là. Parce qu'en plus, un animateur, c'est pas un travailleur unique. Quand on dit les animateurs, on pense à beaucoup de corps de métier. Il y a les dessinateurs, il y a les encreurs, entre guillemets, il y a ceux qui vont faire la modélisation, voilà, donc le layout. Après, il y a ceux qui vont, le découpage plutôt, et ensuite la modélisation. Après, il y a ceux qui vont faire les mouvements, et après, il y a ceux qui vont faire les finitions. Donc déjà, voilà, c'est plusieurs corps de métier. À chaque fois, il faut embarquer tous ces corps de métier pour chaque scène, pour chaque séquence. Donc ça fait des dizaines de personnes qui doivent travailler, et ensuite après, il y a les coloristes, il y a ceux qui vont rajouter les effets d'explosion, les effets de vitesse, les trames, etc. Enfin, il y a plein de départements qui bossent sur un film d'animation. C'est au contraire de la vraie vie, il faut tout créer. Ou voilà, c'est dans la vraie vie, il y a pas un mec qui fait le vent, par exemple. Enfin, si, ça peut arriver en plus. Mais il y a pas un mec qui va faire les nuages. Ça peut arriver aussi. En fait, tout peut arriver maintenant. C'est le problème. Mais donc, en fait, voilà, ça a fait que, effectivement, une centaine d'animateurs en cours de projet ont décidé de quitter le navire. Amy Pascal, voilà, pour la voix à la défense, on va dire. Amy Pascal a dit que c'était très fréquent et qu'en fait, ça n'avait rien de particulièrement innovant de la part de Phil Lord. Elle reconnaît que c'était une méthode de travail atypique. Elle reconnaît que, oui, ça peut être frustrant de voir son travail jeté à la poubelle, mais que, et c'est un peu sa rhétorique et celle de beaucoup de gens qui ont défendu le Phil Lord sur le sujet, le résultat en valait la peine. Et c'est vrai que là-dessus, on peut difficilement, ça me terrifie d'être d'accord avec Amy Pascal, mais le résultat, effectivement, est là. L'obsession du sens du détail de Phil Lord et cette espèce d'envie d'avoir le montage le plus parfait possible et le plus optimal en termes de temps d'écran fait que on a un des meilleurs films de l'année, voire un des meilleurs films d'animation tout court, à mon avis. Tu vois, il y a peu de films comme Spider-Verse au niveau de la générosité, au niveau de l'efficacité, au niveau du rythme, au niveau de l'humour, au niveau du montage, au niveau de tout. Mais c'est un peu, si tu veux, voilà, c'est là que moi je me contredis moi-même, c'est qu'en fait, fondamentalement, je suis contre les crunchs, tu vois. Quand les mecs quand mes potes fans de jeux vidéo me font, oui, Rockstar fait des crunchs, et oui, Rockstar a plein de comportements préjudiciables à plein de niveaux, mais quand tu vois GTA 5, tu peux pas te dire que voilà, c'est pour peindre la chapelle Sixtine, il a fallu aussi mettre un petit peu d'huile de coude, quoi. Et t'as envie de leur dire, oui, ça s'entend, très bien, mais ça reste de l'abus patronal, ça reste des pratiques qu'on devrait condamner tous collectivement, parce que là, c'est dans le domaine artistique. Effectivement, les artistes ont quelque chose à montrer ensuite à la fin. Encore que pas tous. Il y en a plein qui ont quitté le projet et ensuite leurs scènes ont été retravaillées par d'autres gens, donc ils sont même pas finalement de scènes à montrer. Mais par exemple, je sais pas si vous faites un travail, vous êtes boulanger, au hasard, vous avez un chef mitron qui vous dit tu vas me refaire 50 fois la même baguette parce qu'elle est pas parfaite. Alors là, ça fera aucun bruit médiatique et au final, vous aurez bossé 50 fois plus de temps pour une seule baguette. Et ça, c'est pas normal. C'est parce que c'est l'art que forcément tout est permis. C'est pas parce que c'est pour la culture et pour la perfection artistique que ça reste, enfin que c'est pas autre chose que de l'acharnement patronal. Alors moi, je veux bien accorder le bénéfice du doute à Phil Lord pour son côté savant fou et génie créatif. Et c'est ce que disait un des animateurs très bien, c'est que comme il est producteur aussi, généralement, c'est au producteur en fait de calmer l'ambition du réalisateur. Tu vois, c'est pareil dans le jeu vidéo d'ailleurs. Un réalisateur, il arrive, il a plein d'idées, il veut faire 40 trucs, etc. Et le producteur, il arrive, il fait oh, on a 1 mois et demi pour le tourner, on a tel budget, tu vas te calmer tout de suite, sinon on va dépasser, on va jamais le sortir, etc., etc. C'est ce qui est arrivé sur plein de projets comme Predator et tout. Voilà. Sauf que là, comme c'est le producteur lui-même, c'est lui qui décidait de tout. Donc c'est pas qu'il voulait contourner, qu'il pouvait contourner, justement, les metteurs en scène, etc. Et de la même façon, un autre gars disait, depuis le début, ils font ça chez Sony.
Tempête de boulettes géantes, c'était déjà la même chose. Et Lego Movie, c'est déjà la même chose. Et oui, les deux films sont géniaux. Mais comme justement, ils sont géniaux, Sony s'est dit, ces gens-là sont des génies, donc on va les laisser faire leur tambouille. Et peu importe si ça, effectivement, cause des burn-out et cause des gens qui n'ont plus envie de travailler avec eux. Donc c'est un débat qui est effectivement, voilà, qui se résume pas à Phil Lord est un enfoiré, foutez-le à la porte et compagnie. Bon gré mal gré, Phil Lord est un bon metteur en scène puisque son film est bon. Par contre, c'est pas un mec qui devrait travailler autant dans l'animation, dans le sens où il ne sait pas se canaliser et où il a pas une vision, comment dirais-je, standardisée du process très classique. Donc pour moi, il faudrait peut-être qu'il revienne justement à de l'image réelle plus souvent, parce que cette méthode de travail-là, elle fonctionne beaucoup mieux en image réelle. T'as pas à faire refaire 50 fois au costumier ou au coiffeur ou au décorateur une scène quand tu veux juste changer une réplique. Alors que là, en l'occurrence, si. Et il faut bien imaginer que on parle d'un film qui a mis 5 ans à se faire, qui va accoucher d'une suite qui va sûrement être en retard à cause de ce côté perfectionniste. Et en même temps, comme on n'est pas loin de la perfection, tu peux pas lui dire change de braquet, quoi. En fait, ce sera à Chris Miller d'intervenir là. Ouais, de canaliser un peu. Voilà, là on est déjà allé assez loin dans le truc. C'est pas la peine de pousser encore plus, parce qu'effectivement ce rôle de producteur, acteur, enfin de réalisateur, on le connaît à une autre échelle. Dans le sens inverse d'ailleurs, c'est Kevin Feige, qui lui justement va toujours être le mec qui va tamiser les équipes vers le bas au point de les écraser, et que du coup les films sont moches et dégueulasses. Mais lui à l'inverse justement, il rend ses films à l'heure et sous le budget prévu. Donc il y a sûrement un équilibre à trouver entre le producteur castrateur et le producteur fou. En fait, il faut trouver un entre deux. C'est ce que faisait Hollywood avant très bien, il n'y arrive plus aujourd'hui. Et dans l'animation, on rappelle que les corps de métier sont peu syndiqués. Ça commence à arriver. D'ailleurs, c'était l'un des sujets de l'article de Vulture. Ils sont peu syndiqués, où les mecs ont rarement le choix de abandonner un projet. Il y a un gars qui disait justement, ça c'est beaucoup au Canada, l'animation américaine. Il disait, il y a beaucoup de mecs qui viennent d'autres pays le tiers-monde, quoi que ça veuille dire, qui n'ont pas forcément envie de rentrer chez eux. Et c'est parce qu'ils travaillent qu'ils ont droit à un visa au Canada. Donc si jamais ils disent, ouais, là je fais un burn-out, je fais des semaines de 70 heures, il faut que je me casse. Si tu te casses, t'es pas sûr d'avoir une mutuelle, t'es pas sûr de pouvoir remplir ton frigo, payer ton salaire, ou même de rester dans le pays. Donc c'est toujours évidemment plus compliqué que juste, si t'es pas content, barre-toi, ou le film est bon, donc on s'en fout. C'est pas vrai, ça va plus loin que ça. Il faudrait engager plus de personnel la prochaine fois, éventuellement, ou que Phil Lord apprenne à lire un storyboard. Merci Corentin pour ce beau résumé de l'affaire. J'ai une question maintenant à te poser. Dis-moi. Qu'est-ce que tu penses du casting, des premières annonces de casting de Superman Legacy, puisqu'on a donc David Corenswet en Superman, oui. Et pour Lois Lane, c'est Rachel Brosnahan de Miss Maisel. De Marvelous Mrs. Maisel. Marvelous Miss Maisel. Mrs. Je regarde pas cette série. Je lui fais rêver 3 fois. Mrs. Moi non plus, je regarde pas. Du coup, j'ai pas grand chose à en dire. Ce qu'il faut dire, donc, c'est qu'effectivement, ils ont damé le pion à Nicholas Hoult qui candidatait pour le rôle de Superman, Phoebe Dynevor, Emma McKee et les deux autres qui n'avaient pas été retenus, qui étaient Samara Weaving et une autre nana. J'avoue que je suis un peu n'ayant pas vu Mrs. Maisel, alors tous mes potes qui l'ont vu disent que c'est le casting parfait, que ce soit même celles et ceux auxquels je m'attendais pas, comme Bob par exemple qui a dit ouais super choix et tout. Elle fait Lois Lane, oui, y a pas de souci. Elle fait Margot. Et lui, il fait Superman aussi. Il fait très Superman. Il y a pas de problème là-dessus. Moi, j'aurais quand même plutôt vu Emma McKee. Parce que je suis con. Et que j'arrive pas à en démordre. Parce que pour moi, elle allait mieux avec. Elle fait trop femme, je trouve, alors que lui fait plus gamin. Tu vois, je sais pas si c'est clair, c'est pas très logique, évidemment. Mais... Parce qu'en plus, elle est un peu plus âgée que lui. Pour une fois. Pour une fois. Après, il paraît que c'est vraiment une actrice formidable, qu'elle a joué un super rôle. Je crois qu'elle a même eu des Emmy Awards pour ça. Mais pour Mrs. Maisel? Ouais. Ouais. Donc, ce sera au moins nommé. Lois très bien. Peut-être qu'elle m'évoque un peu trop, justement, les Lois précédentes. Elle a un peu un profil à la Amy Adams, je trouve. Oh. Si, oui. Mais de la même façon que Corenswet, physiquement, ressemble quand même pas mal. Oui, à Henry Cavill. Après, c'est compliqué. Enfin, ils ont tous la gueule carrée, enfin, la gueule rectangulaire de Superman et Bah non, regarde Brandon Routh. Bah oui, mais il est pas resté longtemps, hein, Brandon Routh. C'est pas de sa faute. Il a même pas les bons yeux, Brandon Routh. Il a les yeux marrons alors que Superman a les yeux bleus, c'est n'importe quoi. Oh, waouh. Quoi? Ouais, rien. Bah, c'était pas un bon Superman, Brandon Routh, hein, non? Non, j'ai pas dit ça. Pour peu. Tu vois, c'était un meilleur atome que... Oh putain.
Mais non, après voilà, Coron Sweat, il a le physique de l'emploi, il a effectivement voilà cette mâchoire très carrée, ce regard très perçant, cette espèce de côté un peu, enfin tu l'imagines bien, aider une meuf à traverser la rue, enfin une vieille à traverser la rue, tu vois, ou sauver un chat d'un arbre, ça y a pas de souci. Et comme James Gunn veut aller vers un rendu plus lumineux, et peut-être aussi même pour lui d'ailleurs un peu moins pipi caca et blague de cul, enfin et blague de sang qu'avant. Je pense que ça y est, on est passé Suicide Squad, on est passé Peacemaker, on va revenir à un truc plus sain, plus calme. Je pense qu'il gardera cette éthique. Il va garder Superman qui va arriver aux les planètes avec des AirPods en écoutant de la musique du Kansas pop, tu vois, parce que c'est toujours un mec qui fait des bandes son incroyables. Mais ouais, non, je sais pas. En fait, je sais pas trop quoi en penser. Peut-être qu'on arrive un petit peu comme à l'époque où Andrew Garfield avait été casté comme Spider-Man, et j'aime beaucoup Andrew Garfield. Mais c'était encore une fois un nouveau Spider-Man. Et là, peut-être qu'à force de reboot, c'est plus compliqué de trouver une vraie grande nouveauté, parce qu'il y a un physique Superman, effectivement. Je m'attendais pas à ce qu'ils prennent, je sais pas, John Cena, on va dire. Mais de fait, voilà, t'as un peu l'impression de retrouver un petit Henry Cavill, pas si petit d'ailleurs, parce qu'il est quand même assez grand, ce mec. Un petit Henry Cavill un peu plus juvénile. Et de la même façon, Rachel Brosnan, voilà, t'as l'impression d'avoir déjà un peu vu ça avec Elizabeth Tulloch ou avec Amy Adams. Ce côté, tu sais, voilà, la nana qui a pas un physique, qui a pas un physique de bombasse hollywoodienne, en fait, simplement, tu vois, qui a un physique qui fait que tu peux prendre effectivement très facilement pour une Lois Lane, on va dire, justement, à l'envers des codes classiques de ce qu'on fait jouer à des Gal Gadot, par exemple, tu vois, on va pas chercher absolument, voilà, on va chercher une meuf c'est pas une mannequin, quoi. Voilà, même elle est belle, hein, tu vois, mais qui passe pour une vraie femme de la vraie vie, qui pourrait être journaliste, une femme pugnace de terrain, etc. Oui, d'apparence un peu normie, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Et ça, justement, c'est très cool, mais peut-être que du coup, on va moins chercher un peu le physique qui va casser les codes d'avant. Mais c'est que du physique, hein. Là, je coupe les cheveux en quatre parce qu'on n'a pas encore vu le film, il sera sûrement très bien. Voilà, moi, c'est plus ça. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène, tu vois, où maintenant c'est un nouveau Superman, une nouvelle Lois Lane, et j'ai les mêmes choses à dire. Oui, il ressemble beaucoup à Superman. Oui, elle ressemble beaucoup à Lois Lane. Oui, les deux sont très bons dans ce que j'ai vu d'eux. Donc, cool, mais j'ai un peu un PTSD Man of Steel, tu vois, là, du coup. Hein. Parce qu'encore une fois, moi, ça me paraît être un peu un héritage très direct de cette philosophie qui avait guidé à l'époque le choix de casting de Nolan et de Snyder. Donc, après, moi qui voulais le retour d'Henry Cavill, quelque part, je suis un peu servi. Oui. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Kikou? Moi, j'aime bien. Moi, j'ai pas une analyse. C'est la fin du podcast où je fais que des monologues et Arnaud s'endort. J'ai pas une analyse plus complète ou plus poussée à faire que toi, parce que moi, par contre, je les connais pas du tout. J'ai pas vu Miss Maisel d'un côté, j'ai pas vu ce qu'a pu faire Coron Sweat de l'autre. Mrs. Maisel, ouais, pardon. J'ai pas vu Mrs. Maisel et j'ai pas vu ce qu'a pu faire Coron Sweat de l'autre côté, donc j'ai vraiment aucun a priori sur donc négatif ou positif sur leur capacité à être des acteurs. Donc pareil, c'est juste je l'ai juste sur leur tête, et sur leur tête, ben oui. On me dit lui c'est Clark Kent, ou enfin lui c'est Superman et elle c'est Lois Lane, je fais yes. Clairement dans mon imaginaire inconscient, il y a pas de souci à ce qu'il colle à une case pour ces personnages en live action. Ah ouais. Donc je suis chaud. Après je suis content de voir que ça avance. Il faut se rappeler aussi que oui, le casting ne fait que commencer et que dans ce film apparaîtront également Batman et la Authority. Batman, t'es sûr? Oui, c'est le Reporter qui l'avait dit. Superman n'apparaît pas dans un vide culturel de super-héros. Apparemment, ils vont vraiment dire qu'il y avait déjà Batman. Il est plus vieux, Batman. Hein. Il a, encore une fois, c'est pas la première, mais il aura son gamin. Oui. Voilà, c'est un Batman daddy. J'avais suivi pour Authority, mais je me rappelais pas qu'il y avait Je t'enverrai l'article que j'avais écrit, que tu avais relu d'ailleurs à l'époque. Ouais, mais j'ai du mal le relire, tiens. Ça change. Ce qui serait pas la première fois. Hein. Et Authority, du coup, c'est pareil, ça va être amusant de voir un Apollo et Superman dans le même film. Parce que là, c'était là que j'avais vu un mec qui commente très souvent nos articles, qui s'appelle Nathaniel Legendre, que je salue dans le podcast, qui avait dit pour Apollo et Midnighter, il devrait prendre Henry Cavill et Ben Affleck. Et en vrai, c'est génial. En vrai, pour le coup, c'est une idée qui est marrante. Autant marre des caméos méta et tout ça dans tous les trucs, mais en vrai, là, il y aura un vrai délire à faire ça, quoi. C'est clair. Mais bon, justement, je disais que c'était bien qu'il y ait eu une annonce enfin sur ce film, parce que on pensait qu'il y en aurait pour la SDCC, mais en fait, la SDCC, ça va être très calme cette année parce que Marvel Studios sera pas là, James Gunn ne sera pas là pour la partie DC de Warner Bros. Il y aura pas, Sony Pictures sera pas là même pour présenter Kraven un peu plus, ou Madame Web. En fait, il y a pas de studio majeur pour les adaptations de comics, en fait. Bah si, il y a Tortue Ninja et The Boys.
Ouais, c'est ça. Mais je veux dire qu'il y a, oui, mais après Tortue Ninja, il sort le mois d'après, donc il y a pas grand chose de plus à en faire. Mais en vrai, la convention cette année, elle est délaissée par les deux Big Two clairement, et puis par une grande majorité en fait des gros studios de l'entertainment, au-delà même des adaptations de comics. Ce qui, moi, me laisse me dire du bon côté des choses, peut-être que ça va être bien parce qu'il y aura vraiment que de l'actualité comics et que ils vont pouvoir un petit peu reprendre les choses en main. Bon, en tout cas, Marvel et DC ont dévoilé leur panel et tout ça, donc il y aura des choses. Ils font encore? Non, ils font plus la Image Expo. La Image Expo, non. Ça fait quelques temps qu'il n'y a plus. Bah oui, mais, enfin, bref. Vas-y. Et donc voilà, mais c'est juste curieux de voir de la même façon que le 3 a été annulé, hein, au final, je pense pas qu'ils reprendront un jour. De quoi? Le 3 ça n'existe plus, Coco. Ah t'as pas capté qu'il y avait pas eu de 3 là? On est en juillet. J'ai arrêté le jeu vidéo, enfin, en suivi. Et le 3, ils ont officialisé qu'il y aurait pas d'édition ni 2024 ni 2025. Je suis désolé, là je fais un hors-série, mais pourquoi? Parce qu'en fait tous les éditeurs décident de faire leurs propres événements en ligne. Ouais, comme Nintendo Direct. Ils ont c'est ça. Ils ont complètement suivi le pas sur Nintendo Direct et en fait, ils ont plus besoin du tout d'être présents. C'est une question de besoin, c'est une question de, c'est cool, enfin. Non, mais justement, ils veulent pas. Mais pour nous, c'était bien le 3, enfin, c'est. Je sais pas, c'était réservé aux journalistes, hein, le 3. Mais les flux en ligne, les conférences. Maintenant, maintenant, t'as des conférences en ligne directement. C'est pas pareil, il n'y a pas des applaudissements, il n'y a pas Jack Tretton qui arrive sur scène avec sa chemise ridicule. Oui, mais ce qui est important, c'est pas d'avoir des applaudissements, c'est d'avoir des présentations et des trailers, quoi. C'est ça qui est devenu important. Non, mais c'est ça qui est devenu important maintenant. Juste pour les streamers, ça. Enfin... Non, moi, ça m'attriste ce que tu dis. Et ça m'attriste d'ailleurs aussi de voir que la San Diego Comic Con s'effrite au profit de l'individualisme corporatiste. Dans la mesure où tout Doom, c'est nul, franchement, c'est vraiment raté ces conférences. À chaque fois, avec Océan, on se grève dessus, on reste 3 heures devant en espérant qu'il y ait un truc pour Comics Blog ou un sursaut, tu vois, même juste un truc bien. Et c'est systématiquement pareil, nous allons nous rendre sur le tournage de tel film à la con en Bulgarie. Ouais, salut, on tourne en ce moment, ça va être génial. Et à la fin, t'as une demi-heure sur la K-pop, sur les séries coréennes et les documentaires d'artistes de K-pop. Honnêtement, si c'est ça le futur de l'entertainment domestique, attention, je veux absolument pas qu'on se mette les fans de K-pop à dos, par contre. Non, mais il y a rien contre la K-pop. Il y a rien contre la K-pop du tout. Tu sais bien que j'adore le cinéma coréen en plus. Mais par contre, c'est quoi le rapport? J'ai rien contre la K-pop, j'adore Sweet Bittersweet Life. C'est que moi j'ai rien contre le Japon par exemple. J'adore les sushis. C'est ça, j'adore les sushis. L'enfer. J'aime pas les sushis, mais boisson, c'est pas bon. Mais par contre, juste un truc, c'est DC Fandom, c'était pas des souvenirs incroyables quand même. La deuxième édition, moi j'avais bien aimé. Mais parce que c'était parce qu'on avait eu une projection dans un cinéma avec alcool à volonté. On n'aura plus du coup les Kevin Feige qui arrivent et qui si, il a des 23, ouais. Si, mais après Marvel Studios c'est particulier, c'est parce que après c'est aussi les studios délaissent le truc. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte de grève des scénaristes, potentiellement suivi par la grève des acteurs. Donc clairement personne n'a envie de venir présenter des films en fait qui sortiront pas. Voilà, qui vont pas sortir tout de suite ou dans un contexte de grunge général de l'entertainment aussi pour s'épargner des questions. Simplement parce que Kevin Feige, il arrive sur scène, il fait « Hey les gars, alors bon, on a décalé tous les films du PowerPoint de l'an dernier, ils sont tous décalés d'un an. Du coup, on vous présente rien parce que les films, ils sont en train d'être pas écrits et on n'a pas trop d'images à vous présenter. Du coup, question. Oui, Kevin, du coup, Jonathan Majors, il se passe quoi? Alors, une autre question. Oui, c'est ce que j'allais dire. Kevin Feige. Warner Bros, ils ont fait la CinemaCon, il y avait Ezra Miller qui était pas là, ils ont pas pris de questions par rapport à ça. Hein. Ils en ont pris quand même, hein. Ouais, ils ont juste dû dire, notre même problème. Ils ont quand même communiqué sur le fait qu'ils allaient faire du coup une campagne de communication sans Ezra Miller. Ça les a pas dérangés, tu vois. Le film déjà quand même projeter ce film-là. Le film fait un flop monumental, donc j'ai envie de dire il y a pas. Moralement, je veux dire. Tu vois, enfin. Mais moralement, sachant d'ailleurs sur cette affaire-là, il y a une des plaignantes elle avait eu un restraining order sur Ezra avec ses 2 enfants. Ça a été levé, ça a été annulé par la justice parce qu'en fait, il s'avérait qu'elle racontait de la merde, quoi. Enfin, que sa version des faits, du coup, était pas du tout raccord avec la réalité qui a été statuée par la justice. Donc, il y a aussi des trucs sur le fait qu'il a été accusé de certaines choses
où au final c'est en train de revenir que c'était pas tout à fait vrai. Donc il y a aussi des choses que médiatiquement il faudra revoir ou que le public devra revoir par rapport au jugement qui a été fait sur cette personne. Ouais, après, ça, enfin, les savates à Hawaï, c'est à tester, par exemple. Non, mais il y a un ensemble. Le fait est que tout n'était. Non, mais voilà, à partir du moment où tout n'était pas vrai. Ouais, je sais pas si je lui confierais tu mes vois. gosses à garder pour autant, tu vois. Non, mais moi non plus, c'est pas la question. Mais le fait est que s'il a vrillé aussi parce qu'elle avait des problèmes mentaux et qu'il fait quand même des efforts pour essayer de se soigner, c'est aussi des choses à prendre en compte. C'est sur le fait que, voilà. Oui. Donc, toi, non, tu vois, toi, le pardon, c'est pas pour ça. Ça toi. s'appelle du damage control, ça. Hein. C'est pas autre chose que ça. Mais bref. Mais tu peux croire à la sincérité des gens aussi, non? Non. Mais qu'est-ce que tu racontes, hein, la sincérité des gens? T'as eu combien de pervers qui se sont excusés à me dire pardon, j'ai pas fait exprès, enfin c'est bon. C'est un autre sujet. Il a pas dit pardon, j'ai pas fait exprès, il dit pardon, je vais pas bien et je me soigne et je vois des gens. Va pas bien, qu'elle ne va pas bien, mais je veux dire Kanye West non plus va pas bien, ça excuse absolument pas son comportement. Hein. Faut arrêter de croire que parce que justement tu n'es pas médicamenté, qu'on peut juste pardonner en mode bah c'est bon, ça va, il avait un petit problème mental. Ça va, c'est pas grave. Mais c'est pas ça qu'il dit, il dit pas j'ai un problème mental donc pardonnez-moi tout, il a dit j'ai un problème mental et je vais faire une démarche pour aller mieux et pour me soigner. C'est pas la même chose de juste dire. Le studio a fait un plan de com sur le sujet. Enfin, oui et non. Bah, bien sûr que si. Mais t'as le studio qui fait un plan de com, mais t'as aussi la personne qui peut réellement aussi entreprendre cette démarche, en fait. T'es personne pour dire qu'elle ne le fait pas. Mais je suis personne pour dire qu'elle le fait. Enfin, cet argument, il est oui, mais c'est pour ça que moi je le condamne pas. C'est pour ça que je ne le condamne pas. Moi, je condamne sur des faits, des faits documentés. Je te dis, c'est et là, une personne qui a agressé des gens. C'est pas... justement. Et là, le fait est que sur un cas d'agression, sur un cas sur 6. Oui, mais justement, mais c'est que sur un cas qui avait été noté. Voilà, enfin, je sais pas, c'est un cas sur 6. Et pourquoi tu me mets dans ce débat à la con? On parlait de la SDCC, là. Oui, pardon, mais parce que je sais pas, c'est toi qui as commencé à reparler de Miller aussi. Bah parce que tu disais, ils ont peur des questions, et je te disais que ça n'avait pas dérangé Warner Bros. D'aller au front. Ah oui, mais en l'occurrence, sur les questions, ça les a pas dérangés parce que justement, parce que la personne en question a fait une démarche, a reconnu les faits et a fait une démarche. On en pense qu'on veut en termes de com et tout ça, ou de damage control. Ezra l'a fait. À l'inverse, Jonathan Majors, il y a rien, ils ont rien dit. Et Teno Shirata, il y a rien, ils ont rien dit. Les deux sont dans des positions avec leurs avocats, ils disent tout est faux, ils reconnaissent rien. C'est pire que ça. C'est que là, il y avait un truc qui est sorti, un profiling que t'as traduit sur lui. Et en fait, les ex de Majors, où l'avocate avait dit ouais, la preuve, regardez, elles ont fait un témoignage où elles ont dit qu'il n'avait jamais été violent avec elle ou abusif. En fait, elles ont pas du tout attesté de la véracité de ce témoignage-là. Ouais, donc quand la nana te dit qu'en fait la plaignante avait envoyé des textos en mode regardez, en fait c'est pas vrai, etc. On n'est pas sûr du tout que c'est prouvable devant la justice. Hein. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu vois dans ce cas-là, en quel point en fait Kevin Feige aurait beaucoup plus à perdre à se risquer à répondre à ce genre de questions par rapport à Warner où ils avaient de toute façon attesté qu'ils étaient dans un plan de rédemption ou de com, que t'appelles ça comment tu veux, mais sur le fait qu'ils assumaient en fait que leur vedette avait fait de la merde et qu'ils essayaient de réparer les choses autant que faire se peut. Là, avec leur nouvelle studio Kevin Feige avec leur vedette, pour l'instant ils font rien et c'est beaucoup plus problématique d'un point de vue traitement médiatique que ce que Warner avait par rapport à la sortie de The Flash. Mais c'est là du coup que je trouve ça dommage parce que justement ils avaient un boulevard avec la SDCC et l'absence des autres studios. Juste, tu prends déjà l'annonce de Goran Sweat et de Brosnan. Ouais, problème... À quelques semaines près, ils auraient pu la faire là-bas, limite en costume, tu vois. Mais de toute façon, la SDCC, là, enfin, DC par rapport à la SDCC, le seul truc qu'ils auraient pu en profiter pour, c'est pas de faire le DCU. C'est de faire la masse promo sur Aquaman 2 et sur Blue Beetle. C'est du gâchis d'argent. Bah, ça non. coûte de la thune, un stand d'aller SDCC. Hein. Ouais, on est d'accord, mais il faut absolument pour eux que Blue Beetle et Aquaman soient pas des flops. Franchement, je pense que c'est foutu, c'est trop tard, là. Bah, je sais pas. Mais non, en faisant un panel pour attirer l'attention dessus avec un moment cool avec les acteurs et les actrices et tout ça, cool. Avec Jason Momoa qui revient et qui, je sais pas, qui pisse sur le public pour faire comme non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est un artefact. Pour ne serait-ce que présenter un premier trailer à la SDCC parce que ça reste la SDCC. Oui, ça, oui. Bah, il y avait de quoi faire du marketing sur les deux films de 2023. Mais oui. Tu fais une presse à Warner Bros. DC. Tu fais Blue Beetle, t'invites les actrices, ils parlent du film, voilà, c'est canonique dans le futur DCU, etc. Tu fais Momoa qui arrive, premier trailer comme ça, même si le film il flop, on s'en fout, on a un événement. Et après, tu dis One More Thing,
Et comme à l'époque où Snyder avait montré le visuel de Cavill et de Ben Affleck dans la Batmobile, parce qu'en plus il y a un historique de Warner à la SDCC, tu vois. C'est là que Zack Snyder, il avait dit l'acteur Harry Lennox, il a un truc à vous lire et tout, il lit des carrières et tout. Ça, c'est des moments géniaux. Enfin, même si les films ont pas forcément des livres derrière, c'était super cool à l'époque. On était en mode genre, waouh, incroyable, etc. Et moi, ça m'énerve si on résume ça justement à un fandom où même souvent ça leak avant. Rappelle-toi le trailer de la Snyder Cut, il avait leaké peu de temps avant le fandom. 1 heure avant, ouais. Et finalement, du coup, ça a un peu gâché la fête. Et puis l'interview de Matt Reeves devant le fond vert avec sa moustache de commissaire Gordon. Je sais pas, c'est moins cool que de le voir apparaître sur scène, applaudi. Je sais pas, moi j'aime bien les applaudissements. Oui. Mais donc voilà, peut-être qu'on pourra se reposer pendant une SDCC. En tout cas, c'est grisant aussi de faire des nuits blanches à dire tu l'as fait, ça, c'est bon. On commence à vieillir quand même, hein, on fait ça depuis 10 ans. C'est vrai. Ça commence à. Oui, puis on a des vies de couple maintenant en plus, donc. Ça commence à faire long, quoi, ce genre de choses-là. Bon. Toujours est-il que c'est la fin de ce podcast. Oui. Corentin, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir aux nombreux sujets qui ont été évoqués au cours de cette émission. On vous rappelle que si vous appréciez le travail fourni avec ces podcasts, vous pouvez le faire savoir en commentant sur notre site, en partageant et en nous soutenant sur Tipeee. Un nouveau mois vient de démarrer et donc, si vous n'avez pas encore rejoint l'initiative que vous pouvez, c'est le moment de nous aider à voir le long terme avec sérénité. Sur notre page à laquelle vous pouvez apporter vos petits deniers. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut.